Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous. Je me tamponne contre le pied de micro et ça bouge de partout. Bonjour à tous et merci à Scorgneux pour son abonnement. C'est son 11e mois d'abonnement. Et oui, déjà... Ah oui, dis donc, ça devait être le premier abonné parce que ça va faire pile un an, je crois, qu'on est sur Twitch. Bonjour à Scorgneux, bonjour à tous. Bienvenue dans le fauteuil, 8e semaine de la saison régulière NFL 2022. Nous sommes réunis en plein match pour la troisième fois de l'année qu'il y a un match à Londres en même temps que le fauteuil. Et donc nous allons tout évidemment bien sûr suivre ça en fil rouge tout en ayant nos rubriques habituelles. D'autant qu'on va pas se mentir, c'est pas un match hyper passionnant qui se joue au moment où on se parle. Entre les Broncos et les Jaguars, il y a 14-10, je vous donne déjà le score pour les Broncos qui sont repassés devant il y a quelques secondes, on va dire minutes. Avec un touchdown de Melvin Gordon. Mais pour l'instant, c'est un match assez décousu, avec un Russell Wilson déjà intercepté, avec un Trevor Lawrence déjà intercepté, et avec deux équipes qui sont quand même loin d'être enthousiasmantes, donc on va pas forcément faire du play-by-play de ce match, mais on va garder un œil dessus pour voir ce qui se passe un petit peu. Le programme habituel, et je vais faire les bonjours, excusez-moi, je suis en train de m'étouffer, j'ai bu juste avant. Bappé, Bats 182, Manun pour son Manun FI, je suis désolé, je suis vieux, je ne vois plus bien les lettres. Et c'est un L. Manu FL 83, Julien Brossillon, Rere Finkel, Nergal, Goldrush Black Stripes, Marco, Fricazoid, Scorgneux, Guigui Twig, Jojo. Tout le monde est là et je suis encore évidemment très heureux de vous accueillir. Je le disais, on a le programme habituel avec l'actualité. On va passer en revue un peu tout ce qui se passe en NFL en ce moment. On va passer aussi en revue le match du jeudi qui a eu lieu entre les Buccaneers et les Ravens, évidemment. Le thème de la semaine, on va parler statistiques. Vous avez aimé le passage de Clément la dernière fois sur les statistiques avancées. Et bien Clément est de retour. Et on va parler stats sur un thème très précis qui est celui des attaques. On a l'impression que les attaques NFL sont en baisse sur la saison. Est-ce que ça se traduit sur le plan statistique? On va y répondre avec Clément. Je vous donne un indice, c'est un peu oui, mais il y a des nuances évidemment. Donc on va voir tout ça avec Clément en statistiques avancées. Est-ce que les attaques NFL sont à la ramasse cette année? Vous aurez normalement des réponses dans cette émission. On parlera aussi évidemment des matchs du jour avec les pronostics. Je vous rappelle évidemment que les rencontres commencent à 18h cette semaine, exceptionnellement, puisque nous sommes passés à l'heure d'hiver et que nos amis américains, eux, ne le font que samedi prochain. Donc on va avoir une semaine décalée. Pas dimanche prochain. Dimanche prochain, ce sera de retour les matchs à 19h. Mais cette semaine, en tout cas, on est décalé sur le dimanche, sur le lundi et sur le jeudi. Ensuite, ça reviendra. Les pronostics, donc, les meilleurs coachs Unibet et le quiz avec un quiz spécial à thème et en rapidité. C'est-à-dire que j'ai fait du thème et des réponses qui sont normalement à peu près faciles, alors pas toutes données, mais à peu près faciles, et sur lequel donc normalement vous devriez aller vite, et avec un petit thème. Allez, je vous spoil le thème. Le thème, c'est Aaron Rodgers ronchonne. Donc ce sera un quiz sur toutes les choses qui ont fait ronchonner Aaron Rodgers depuis le début de sa carrière. Vous allez voir que c'est assez facile, hein, vous n'avez pas à faire de recherche. On va commencer tout de suite avec l'actu de la semaine. Je vous l'ai dit, on vous fera des points s'il se passe des choses du côté de Wembley, puisque c'est un match à Londres, hein, évidemment, entre les Broncos et les Jaguars. L'actu jour de match, et si je clique en même temps que je scrolle, ça bouge la taille. Donc l'actu jour de match, on est évidemment sur des rumeurs. Je vous rappelle que la trade deadline NFL, donc la date limite des transferts, arrive le 1er novembre. C'est ce mardi. C'est pour ça en fait que vous voyez depuis quelques jours beaucoup de rumeurs transferts. C'est qu'on accélère un petit peu là sur les rumeurs transferts ces derniers jours du côté des médias américains. Parce que mardi soir, j'espère que je ne dis pas une bêtise, mais à 22h hein, en général, la date limite des transferts. J'ai pas encore vérifié pour celle-là, mais a priori autour de 22h. Donc la date limite des transferts est donc plus d'échanges possibles entre les équipes. Alors ils pourront toujours couper des joueurs et on pourra toujours récupérer les joueurs coupés, mais on ne pourra plus échanger pour un joueur qui est dans un effectif. Donc on a un œil là-dessus. Kareem Hunt notamment a demandé à être échangé depuis le mois d'août et il n'a pas encore été échangé. Visiblement ses dirigeants seraient ouverts à l'idée de lui trouver une nouvelle équipe. Il demanderait un choix du 4e tour, ce qui me paraît assez haut quand même pour un deuxième coureur, avec un potentiel de 1, voilà, mais ça paraît haut quand même, un 4e tour pour Kareem Hunt à l'heure actuelle. Il est dans la dernière année de son contrat en plus, donc il peut partir à la fin de l'année. Donc il faudrait une équipe qui trouve en plus un accord sur un contrat derrière.
Bon, Kareem Hunt, en tout cas, est dans les starting blocks. Brandon Cooks également du côté des Texans. Ça, c'est pas une grosse nouvelle non plus. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est en chantier. C'est un joueur qui a des qualités. Après, le gros problème avec Cooks, ça va quand même être qu'il a un contrat à 18 millions de dollars garanti. Donc, il va falloir le caser quelque part. ESPN cite les Giants, les Rams et les Vikings dans les prétendants. Mais encore une fois, il faut caser les 18 millions de dollars dans la masse salariale. Pour les Rams, notamment, par exemple, ça peut être compliqué. Pour les Giants et les Vikings, j'ai pas l'état des forces en présence, mais je suppose que les Giants ont un peu plus de place. Jeff Wilson, c'est disponible du côté des 49ers si vous voulez un coureur. Chase Claypool, ce serait contre un second tour. Les Steelers, ils ont tellement de receveurs de qualité, ils peuvent les refiler quand ils veulent. Donc Chase Claypool, ça pourrait être disponible contre un second tour. Antonio Gibson, il ne devrait pas bouger, lui, selon son coach. Et Cam Akers, qui est en bisbee avec les Rams depuis 2 semaines, qui ne joue plus. Bon, maintenant, la rumeur, c'est que si il n'est pas transféré, il pourrait quand même être conservé par les Rams. À voir, en tout cas. Est-ce que c'est une intox aussi pour que les équipes n'attendent pas qu'il soit coupé? On ne sait pas trop. Du côté des blessures, Ja'Marr Chase blessé pour 4 à 6 semaines, ça date de quelques jours, mais là c'était l'annonce de Zach Taylor qui disait qu'il ne le mettrait pas sur la liste des blessés. J'allais dire malheureusement, c'est la fantaisie là qui parle, excusez-moi. Mais Ja'Marr Chase, en tout cas, pas sur la liste des blessés, mais a priori au moins 4 semaines d'absence, donc ça va être très compliqué. Les Lions ont perdu à Lapuli Vaitai pour le reste de la saison. Du côté des joueurs présents ou pas aujourd'hui, les Cowboys ne devraient pas avoir Ezekiel Elliott. Du côté des annonces officielles, James Conner, Edgy Terrell, Corey Davis, Allen Lazard, David Andrews, Michael Thomas, Jarvis Landry, Marshon Lattimore, Chris Boswell, tout ça c'est déjà mort. Un certain Malik Hooker, Tyler Lockett et DK Metcalf, apparemment les 2 receveurs de Seattle seraient prêts à jouer. Donc ça c'est quand même une grosse nouvelle parce qu'ils étaient tous les 2 blessés seulement la semaine dernière, mais visiblement ils sont prêts à jouer. Et puis du côté des joueurs qui devraient être opérationnels, Logan Thomas notamment pour les Commanders, Dalton Schultz, Micah Parsons du côté des Cowboys, DeAndre Swift et Amon-Ra St. Brown, très important pour l'attaque des Lions, seront de retour. Nelson Agholor, Van Jefferson, Davante Adams pour les Raiders sera bien opérationnel, et Brandon Cooks justement qui était touché au poignet devrait aussi être opérationnel. Voilà pour l'actu du jour. On a quand même eu quelques grosses actualités évidemment du côté de Tennessee. L'absence de Ryan Tannehill, ça c'est, je sais pas si c'est une surprise parce que c'est vrai qu'on l'a vu un petit peu touché la semaine dernière, touché à la cheville. Ryan Tannehill, il avait eu du mal à finir le match, et puis on se disait que bon, s'il avait fini le match, il pourrait revenir. Il avait lancé très peu de passes sur la fin du match la semaine dernière. Je crois que seulement 2 passes après la blessure. Donc voilà, ça fait un Ryan Tannehill qui se retrouve sur le flanc, et c'est un vrai problème pour Tennessee dans ce match parce qu'on n'avait quand même pas vu grand-chose de leur rookie Malik Willis sur cette rencontre. Donc ça va être un baptême du feu pour lui, et ça va être assez intéressant quand même de voir ce qu'il peut faire là-dessus. Donc voilà, on va bien voir, mais ça pourrait être quand même très très intéressant du côté de Tennessee avec un Malik Willis donc qui va être propulsé. C'est un quarterback qui était réputé quand même très brut à sa sortie de la fac. On va voir ce que ça va donner. Hop, je vais repasser l'affichage. On avait juste un petit problème d'affichage avec 2-3 trucs. Voilà. Et ben non, ça ne s'affiche pas. J'ai un petit problème d'affichage. Voilà, je vous remets ça. Donc Ryan Tannehill, forfait. Et donc les débuts pour Malik Willis côté Titans. Je vous avoue que je ne suis pas superbement enjoué par cette nouvelle puisque j'ai les Titans dans à peu près tous mes combinés Unibet de cette semaine. Les 49ers, eux, n'auront pas Deebo Samuel. Ça a été annoncé il y a quelques jours, le 28, vendredi. Du côté des Buccaneers, la saison est terminée pour Shaq Barrett. Ça, c'est quand même aussi une grosse info, et c'est quand même très compliqué puisqu'il s'est blessé contre les Ravens. Il s'est déchiré le tendon d'Achille. Il est absent jusqu'à la fin de la saison, et maintenant il est dans une course contre la montre pour être prêt pour la saison prochaine. Voilà, son indisponibilité c'est marqué dans l'article. Ça va tirer jusqu'au début des camps d'entraînement l'année prochaine. Donc est-ce qu'il sera à nouveau à fond dès le début d'année prochaine? Ça va être très très compliqué.
Il va falloir que Karl Nassib et que Jotrion Shoyinka prennent le relais du côté de Tampa, mais c'est une perte énorme. C'est un joueur qui est hyper important dans le système de Todd Bowles. Il a enregistré 3 sacs cette saison, plus de 40 sacs en 54 matchs depuis qu'il est à Tampa. Il a 29 ans, il est en pleine bourre. Bon, c'est vraiment très très dur. Des fois, il y a des saisons comme ça. Là, Tampa, ils sont en plein dedans. Ça commence à devenir très très difficile. Ja'Marr Chase, 4 à 6 semaines d'absence, on en a parlé évidemment. Et puis, bon, une info. Alors là, je la mets parce que j'aime bien faire le service après-vente de TDA dans les fauteuils en général. Pourquoi on a mis un article sur le divorce de Tom Brady? Alors, à une époque, on mettait beaucoup de buzz. Il y a peut-être 5-6 ans, on a commencé à calmer le jeu. Mais dans les débuts du site, on mettait souvent des articles buzz. Il y en avait un par jour. Ça pouvait être des trucs un peu plus légers. Ça pouvait être. Voilà. On a levé le pied là-dessus. Le divorce de Brady, il y avait beaucoup de rumeurs depuis août, grosso modo, que ça allait pas, qu'il avait quitté le camp d'entraînement à cause de ça. Qu'il avait eu un ultimatum, que voilà. Bon. On avait pris le parti de dire on n'en parle pas tant qu'il n'y a pas un divorce officiel ou qu'il n'y a pas en tout cas un vrai truc, parce que sinon c'est sa vie privée. Voilà. On a du coup là dégainé pour l'annonce officielle parce qu'en fait c'est lui qui a fait une annonce officielle. C'est pas un truc de tabloïd, c'est pas des rumeurs, c'est pas des voilà. C'est une annonce officielle de Tom Brady. Sachant que c'est quand même un des couples les plus médiatiques du monde, etc. On s'est dit que ça pouvait valoir un buzz. Et puis, vu que ça a quand même une influence, parce qu'on ne peut pas totalement séparer la vie privée On peut séparer la vie privée du sportif quand les gens n'exposent pas leur vie privée. C'est-à-dire qu'on va jamais faire un article sur le divorce, je sais pas moi, je vois Russell Wilson en train de se faire saquer, par exemple. Bon, c'est un mauvais exemple parce que Russell Wilson, il médiatise son couple aussi. Mais je sais pas, si Trevor Lawrence se sépare, on va pas faire un article, par exemple. Parce que Trevor Lawrence, il fait pas des photos avec sa copine sur Instagram toutes les 3 semaines et toutes les 3 jours, ou toutes les 3 heures. Voilà, donc Brady et Gisele Bündchen, c'est parce que c'était médiatisé, parce qu'il a fait un communiqué exprès, que voilà, il en a parlé. Donc, comme dit dans l'article, parce que j'ai bien vu, et on s'en doutait, quand j'ai écrit l'article, je suis pas naïf, je savais que sur Facebook, alors moins sur Twitter, mais beaucoup sur Facebook, on a eu le droit évidemment au lot de messages disant on s'en fout. Alors personnellement, j'ai toujours du mal à comprendre le concept d'aller commenter on s'en fout sur un article. Si tu t'en fous vraiment, tu passes à autre chose, tu prends pas 5 minutes pour écrire avec tes petits doigts on s'en fout et machin, c'est pas grave. Passe à autre chose dans ta vie. C'est un mauvais exemple, Trevor Lawrence. Je sais pas. Non, mais c'est pour vous dire à quel point je m'en fous des autres. C'est juste que Brady, il le met tellement en avant et c'est tellement un truc connu que voilà, on pouvait pas y échapper quoi. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on s'attendait aux réactions sur Facebook à base de oui, on s'en fiche, et c'est pas intéressant, et c'est people, et vous êtes closer, etc. Je sais aussi que la moitié des gens sur Facebook cliquent pas sur l'article et ne lisent que le titre, mais ça, je vais pas m'en excuser. Un article, c'est plus qu'un titre. Donc dans l'article, c'est bien écrit, on savait pas si on le traitait ou pas, on le traite parce que c'est une info, parce que c'est un communiqué, parce que c'est une fois, et maintenant, fin du dossier. Donc voilà, là, Tom Brady est divorcé, il n'y a pas grand chose de plus à dire, on a retranscrit son communiqué. Et oui, non mais voilà, pareil, moi je suis tout à fait d'accord. Jojo, on va en parler sur le chat, mais bon, voilà. Donc je clôt le dossier. Donc Tom Brady est divorcé. C'est une info comme une autre. Du joueur le plus médiatique de la NFL, ça fait partie du truc, quoi. Non mais voilà, alors voilà, après Caribert a raison, alors mais moi c'est mon principe, c'est-à-dire que si les gens sont pas contents et qu'ils en ont rien à foutre, ils disent pas, ça me pose pas de problème, ils passent à autre chose, il y a pas de problème. Mais je suis d'accord, il y a c'était qui disait ça, Jojo, voilà, qui disait c'est pareil sur le YouTube de Bean, sur les résumés de match, il y a des gens qui disent qu'ils s'en foutent des matchs de foot US, mais sur les Twitter de Eurosport ou de l'équipe ou quoi que ce soit, quand ils parlent de foot US, c'est que les gens disent ouais, on s'en fout de ce sport de bourrin, ouais, on s'en fout de ceci, ouais, on s'en fout de cela. Mais si vous vous en foutez, les gars, achetez-vous une vie, faites autre chose, commentez pas, je m'en fous, allez voir ce qui vous intéresse. C'est triste de regarder des trucs qui t'intéressent pas. Prends pas le temps de commenter, tu vois. Moi, ça m'éclate. En vrai, ça m'éclate parce que maintenant, je suis plus vieux et je m'en fiche. Avant, avant, ça me saoulait. Mais maintenant, j'ai de la peine, en fait. Tu vois, si tu t'en fous d'un truc, bah, commente pas. Va voir un truc qui t'intéresse. Avec l'âge, vous verrez, on apprend à se détacher des trucs. Avant, les commentaires sur les articles, des fois, me faisaient du mal. Avant, voilà. Mais, euh, mais maintenant, non. Maintenant, comme vous le dites, j'écris les articles que je veux et si ça plaît pas, les gens ils vont voir autre chose. Après, moi, les gens qui viennent, ce que je comprends encore moins, c'est les gens qui viennent lire l'article, qui font défiler l'article et qui prennent le temps de mettre un commentaire en dessous de l'article pour dire qu'ils s'en foutent.
Moi, je leur dis merci pour les affichages de pub et les clics. Dans l'absolu, moi, c'est des bons clients. C'est-à-dire, c'est des gens qui viennent commenter, se prendre la tête dans les commentaires pour dire qu'ils en ont rien à faire. Si vous voulez, hein, mais à la limite, si vous détestez tant que ça, vous nous rapportez de l'argent en venant lire l'article. Donc, faut pas le faire. Donc voilà. Bon, c'était c'était la pointe humoristique. Je reviens au contenu justement qu'on aime faire et qu'on kiffe faire. Alors bon là je triche, c'est pas du contenu qu'on a fait cette semaine, mais on a sorti le podcast rétro encore cette semaine. C'est un peu triste, on s'était marré avec la draft, la semaine dernière. Là, c'est un peu plus triste. On a ressorti le podcast sur la blessure de Robert Griffin quand il s'était blessé en playoff. Et donc, si vous voulez réécouter un petit peu le contexte de l'époque, comment ça s'est passé, c'est intéressant. C'était le podcast qu'on a mis en ligne hier en rétro. Évidemment, vous pouvez réécouter les rétros. Vous pouvez scroller un petit peu et puis vous les réécouter quand vous voulez. Mais on les met en ligne comme ça. Et franchement, c'est toujours intéressant de replonger dans le contexte de l'époque. On est en 2013 hein, quand même, en janvier 2013, donc c'était il y a 9 ans avec Robert Griffin. Et je vais me dénoncer pour vous, parce qu'on a un peu ri de Greg la semaine dernière, parce qu'il avait dit que Josh Allen ceci, ou Sam Darnold cela, sur la draft de Baker Mayfield. Je vais vous dire là, dans ce podcast rétro sur Robert Griffin, j'ai un peu... c'est moi qui m'affiche beaucoup, parce que il y a un podcast, il y a des parties du podcast où en fait je me réjouis du retour de Jeff Fisher et je casse du sucre sur Andy Reid. Voilà. C'est un podcast où je dis du bien de Jeff Fisher et pas d'Andy Reid. Donc c'est quand même un peu violent. Donc je vous conseille d'aller jeter un œil sur tout ça. Voilà pour le comment dire. Je vais y arriver pour le programme de l'actu. Quelqu'un me fait remarquer que j'ai pas donné de lien. J'ai oublié de vous dire des choses. En effet, en démarrant cette émission, je suis parti tambour battant parce que j'étais de bonne humeur. J'ai oublié de vous dire que l'émission vous est présentée par Unibet, notre partenaire pour tous les paris en ligne sur la NFL. Donc je vous remets le lien. Je les avais mis sur le lien en tout début. Ouais, la prise chaude sur Andy, ouais. Ça a mal vieilli, ouais. Mes critiques sur Andy Reid, elles ont assez mal vieilli, clairement. C'est pas top. Je vous remets le lien donc pour Unibet qui présente cette émission et qui nous sponsorise depuis plusieurs années maintenant sur le fauteuil. Je vous remets le lien pour le Tipeee si vous voulez acheter les derniers sous-verts. J'en ferai encore gagner tout à l'heure dans le quiz, mais on a des beaux sous-verts années 80 avec les stickers hein, qui vont avec. Les stickers découpés. Qui était là sur cette rétro je crois que c'est que Raphaël et moi sur l'émission. C'est les émissions de 2013, on n'était que deux à l'antenne. Donc le Tipeee, je vous l'ai donné, les liens pour les réseaux sociaux, je vous les remets aussi. Il y a pas mal de, si vous voulez voir toutes les vidéos, des bonnes actions, etc. On met tout sur les réseaux sociaux et on remercie Seb, notre community manager. Et le podcast, je vous en ai parlé, et ben je vous mets tous les liens. Vous avez le lien Apple Podcast, le lien Spotify, le lien Deezer, le lien RSS. J'en profite d'ailleurs pour les gens qui regardent cette émission en replay sur YouTube, qui nous demandent parfois pourquoi on met plus les podcasts sur YouTube. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, hein, il n'y a plus de podcasts sur YouTube cette année parce que c'est très chronophage et que c'est beaucoup de logistique en fait de mettre les podcasts sur YouTube, surtout quand on le fait tous les jours, ça devient très chronophage. Et en plus sur YouTube, les pubs sont tellement chiantes qu'on retire les pubs et donc les podcasts rapportent rien. Et donc je l'ai déjà dit de manière très transparente plusieurs fois ici, on les met plus sur YouTube parce qu'il faut aussi qu'on en vive et donc on les met sur l'audio où là on peut les monétiser quand même un petit peu. Voilà pour les explications, mais je tiens à le rappeler, encore une fois, je sais que les gens n'aiment pas qu'on bouscule leurs habitudes, mais franchement, Apple Podcast, Spotify, Deezer, RSS, donc ça veut dire soit Pocket Cast, soit Podcast Addict, etc. Tout ça c'est gratos, faites-vous plaisir et si vous voulez nous aider, voilà, on fait du super contenu en podcast cette année, on en fait tous les jours, n'hésitez pas, c'est pas parce que c'est plus sur YouTube que ça n'existe plus et franchement, je sais que c'est pas évident de changer ses habitudes, mais sautez le pas. Et puis sinon, vous avez toujours le lecteur. Il y a des articles tous les jours avec le lecteur dedans sur le site. Voilà donc pour le petit tour de l'actu. Bonjour à Chiffre99 qui vient d'arriver sur le chat. Alors je sais que les jours de match, on a toujours un petit peu de moins de monde hein, sur le chat. Et que ça va arriver au fur et à mesure que le match se termine. On est dans le 4e quart-temps, il reste 13 minutes et 8 secondes à jouer et le score est toujours de 14-10 pour les Broncos qui peuvent quand même remercier leur défense hein, depuis le début de ce match mais de la saison aussi hein, parce que oh là là là, c'est pareil, qu'est-ce que c'est que cette passe encore de
de Russell Wilson, quelle catastrophe. Je gagnais un petit peu de temps parce qu'il y a mon collègue Raphaël qui doit arriver pour le débrief du match du jeudi, mais il n'est pas encore là. Je crois qu'on est encore 3 à utiliser le lecteur du site, Big Bad Amin. Alors, tu dramatises un petit peu. Vous êtes un peu plus que ça quand même. J'ai les stats, je les regarde pas souvent. Je suis pas un gros geek des stats, mais je crois qu'il y a un peu plus de monde. Je sais plus c'est quoi la proportion de. Je sais plus c'est quoi la proportion du lecteur sur le site, mais non, il y a quelques centaines, je crois, qui écoutent sur le site. Après, vraiment, le principal maintenant, c'est Apple Podcast et Spotify, c'est les deux principaux pour les écoutes audio. Rich Low, comment est-ce que je suis devenu passionné? Alors oui, vous pouvez poser quelques questions si vous voulez. Allez, je réponds à tout en attendant Raphaël. On va faire ça comme ça. Sur le lecteur du site, on peut pas modifier le son. Ah, c'est une bonne remarque. Faut que je fasse gaffe. Bon, après, tu peux modifier le son avec l'ordinateur, non? C'est vrai que moi je modifie le son direct sur l'ordi, je fais jamais attention au son. Je me fais quasiment chaque jour aller-retour le podcast du jour s'il m'intéresse, c'est vraiment top. Ah, merci Jojo. Ça fait mal de voir Russell Wilson à ce niveau, ouais, c'est pas évident. Je vous rejoins après une énième défaite de Montpellier, dit Pasqualito. Je suppose qu'on parle de foot. Pas suivi, je sais pas qui joue en foot aujourd'hui. Donc alors il y avait comment es-tu devenu passionné, le premier match. Ah, c'est une bonne question, le premier match que j'ai vu. Je me rappelle du premier Super Bowl que j'ai vu en direct. Je m'embrouille dans les années avec l'âge, en fait. Je m'embrouille dans les années avec l'âge. Alors, comment j'ai découvert le foot US? Un pote au lycée qui s'est ramené avec un maillot de Kurt Warner. Je sais plus si j'étais en seconde du coup. Ouais, j'étais en seconde. Un pote du lycée qui s'est ramené avec un maillot de Kurt Warner et j'ai commencé à m'y intéresser et à choper des matchs un peu sur Canal. J'avais un pote qui me les enregistrait sur VHS à l'époque parce que j'avais pas Canal. Et donc du coup, ça a commencé un petit peu comme ça, un match de temps en temps sur Canal. À l'époque, il y en avait peut-être un par an ou quelque chose comme ça, un par mois, par semaine. Ah, je vais y arriver. Un par semaine en différé. J'ai vu le Super Bowl gagné par les Raiders. C'est les Raiders qui battent les Giants. J'ai un trou là sur les Super Bowls. Mais il y avait un Super Bowl perdu par les Giants. Je sais plus lequel que j'ai vu. Donc c'est celui de. Alors, attendez, on va se refaire ça. Je vais regarder la liste des Super Bowls. Je m'embrouille dans ma tête, c'est terrible. L'âge. Hop, Super Bowl liste. On va voir si Raphaël arrive, c'est parce que pour l'instant je meuble. List of Super Bowl Champions. Alors, en 1900, Rams, Titans, Ravens, Giants. Alors, c'est ça. Je vois le Super Bowl entre les Ravens et les Giants. Et donc, celui-là, on me l'a enregistré sur une VHS. Et je le vois en différé le lendemain sur la VHS. Mais je me demande si la VHS était même pas trop courte et que j'ai pas vu tout le match. Mais de toute façon, les comment dire, les Giants se font plier et je me rappelle que je trouve pas le truc passionnant sur le coup. Enfin, bon, je garde un petit peu le contact vaguement, un match de temps en temps et tout ça. Et donc le premier Super Bowl que je vois en direct, c'est le suivant, c'est celui entre les Patriots et les Rams. À l'époque, je commence à voir des trucs un peu sur internet, mais je suis vaguement le truc. Et alors attendez, hop. Ah bah voilà, Raphaël, il attend le lien. C'est parce que c'est. Je croyais que je lui avais envoyé en fait. C'est ma faute. C'est ma faute. Euh, Et donc ouais, donc en fait je vois le Patriot et je le vois sur une chaîne allemande. J'ai pas Canal à l'époque, mais à l'époque tu peux un peu truander quand t'as CanalSat. Il y a CanalSat à la maison et donc j'arrive à voir le match sur DSF, une chaîne allemande. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et puis après, je suis resté je suis resté en contact, un peu en dilettante. J'avais pas trop le temps, hein. Je me rappelle à la fac après et tout, je suivais pas vraiment. Et puis c'est revenu quand j'ai commencé à bosser. Et puis vraiment à partir du Super Bowl, comment il s'appelle oh. Steelers Seahawks. Celui-là, je bosse déjà. Et à partir de là, c'est parti. Le site, il est créé cette année-là. Et le Patriots Giants de la saison parfaite, c'est la première année du site. Il y a Guigui Twig qui demande qui a déjà bu du Gatorade sur le chat. C'est testé et j'ai pas trouvé ça très bon.
Ziki Elliott inactif, ouais, on en a parlé tout à l'heure. Ziki Elliott, ça ne devrait pas jouer. C'est mon premier Super Bowl aussi et mon amour ne partira jamais. Bah, moi, j'avais été déçu en fait la première fois que je vois le Super Bowl Patriots Rams parce que tout ce que je sais, c'est que les Rams sont ultra favoris. On me dit qu'ils sont super forts, etc. etc. Et donc, en fait, bah, je les vois qui calent pendant trois quarts temps. Et puis, en fait, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Donc ouais, un peu déçu par ce match-là à l'époque. On- Le live sur les pires crapules de la NFL avec Raoul était pas mal. Oui, c'est vrai qu'il y a eu le live de Raoul le mercredi. Hop, je vais agrandir Raphaël qui arrive et j'essaye de masquer ma vignette. Voilà. Alors, Raphaël est là. Je vais allumer son micro et je vais le transitionner à l'écran. Bonjour, monsieur Raphaël Masmejean. Eh ben, salut Alain, salut à tous. Comment ça va? Eh ben, écoute, impec, impec, en ce dimanche pas très passionnant du peu que j'ai vu côté Londres, mais on va espérer que le reste soit mieux. Ouais, on n'est pas sur. On n'est pas Ouais, sur un grand match pour hmm, l'instant. En fait, on est sur c'est ce que j'ai cru, ouais. Broncos being Broncos quoi pour l'instant, hein. Hmm. On est sur du très poussif. On est sur. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit la Juve a gagné, il est content. Est-ce que la Juve a gagné? Hier Ah, soir, ok, hier soir. ouais, bon, de toute façon, je crois, évitons d'en parler au moins. je crois que Raphaël il sera plus content de la Juve pendant un petit moment là. C'est pas prévu dans l'immédiat quoi. Ouais, non, je crois pas. Bon, Raph, on va parler d'autre chose. On va parler du match entre les Buccaneers et les Ravens. 27-22 pour cette équipe de Baltimore. Donc, troisième défaite consécutive pour Tampa Bay. Trois victoires pour 5 défaites du côté de Hmm. Tampa. Trois défaites de suite. Lucas a titré Tom Brady ne répond plus. Est-ce que pour toi, il joue moins bien? Oui, 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 lui joue moins bien, finit peut-être fini, je dis bien, hein, par peser l'âge qu'il a. Il joue moins bien parce qu'il y a quand même des passes beaucoup plus moches que ce qu'il a eu l'habitude de faire tout au long de sa grande et magnifique carrière. Il y a des passes franchement pas précises, mal assurées. À la sortie du match là, contre Baltimore, s'il est intercepté 2 ou 3 fois, il n'y a même pas scandale en fait. Il y a même... Donc oui, forcément, il ne porte plus cette équipe comme il a pu porter tant d'équipes par le passé. Donc il a sa part de responsabilité, c'est indéniable. Après, bien entendu, ça reste un sport collectif, donc il n'est pas le seul responsable. On voit une ligne offensive moins certaine de sa force que ce que ça a pu être par le passé. On voit quand même des receveurs qui multiplient les erreurs, les drops, et puis Léonard Fournette, enfin, je dis qu'il est là, mais est-ce qu'il est vraiment là? Je ne sais plus. Donc, Bah, c'est une accumulation de choses. C'est une accumulation de choses. Léonard Fournette, il est là pour marquer des points fantasy. Il est très, Oui, très, il est très très fort pour ça. Il marque des touchdowns et c'est tout ce qui compte. Euh, Ouais, sans aucun doute. je dis pas ça pour moi en plus, hein, je l'ai pas. Bon, c'est sûr que comme tu l'as dit, la nouveauté c'est quand même qu'il y a des passes manquées qu'il aurait mis avant. C'est-à-dire qu'il y a un Mike Evans Hmm. ouvert, il y a des passes qui auraient eu l'air faciles avec lui à une époque qui ne le sont plus. Et ça, c'est clairement la nouveauté. Et puis il y a aussi le manque d'efficacité. On en a parlé dans pas mal d'émissions avant avec les Buccaneers, mais ça devient récurrent. Il marque sur le dernier drive, ce qui sauve un peu le score. Mais Ouais. avant ça, il était à 1 sur 5 sur les passes dans les 20 yards adverses. Et c'est ça qui est peut-être le plus Hmm. dingue avec Tom Brady, qui est monsieur efficacité, monsieur clutch, etc. 1 sur 5 dans les 20 yards adverses, c'est là que ça devient inquiétant, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est inquiétant parce que ça vient de lui qui assure pas certaines passes, qui est moins bon dans ses lectures. Et là où c'est peut-être aussi inquiétant, ça vient également, on pourrait dire, de Byron Leftwich qui trouve pas la Mm. solution pour lui faciliter la vie en red zone. On a quand même eu par le passé l'habitude de voir beaucoup de bonnes choses pour Tom Brady. Alors bien sûr, on y revient toujours un peu sur Gronkowski, la menace qu'il était dans la red zone. Mais après, pour le coup, j'estime que c'est vraiment le rôle du coordinateur offensif. Ça fait un petit moment qu'on sait que Gronkowski n'allait pas revenir. Il faut trouver des solutions en red zone pour ajouter de la menace à ce niveau-là. Ils ne l'ont pas fait. Brady peine à ce niveau-là. Et mine de rien, face à des, comment dire, à des front seven toujours plus athlétiques, physiques, rapides, je pense que quand tu as un quarterback qui n'arrive plus en 2022 ou qui n'a pas la capacité de peut-être des fois éviter un peu la pression par un peu de jeu au sol, par sa course, sa mobilité, Mm. je trouve que vraiment, on commence à arriver dans une époque, dans une ère où avoir un quarterback qui peut plus sortir de sa poche, ça devient vraiment pénalisant face à des lignes offensives qui, dans toute la ligue, semblent un peu en difficulté face au pass rush adverse. Donc, Mm.
Voilà, le tout cumulé fait que pour Tampa rame comme on s'y attendait pas, clairement. Mm. Tampa menait 10-3 et ensuite ils ont punté 6 fois à la suite. C'est ça qui est. Mm. Il y a vraiment des trucs comme ça qu'on n'aurait jamais cru dire en fait de cette équipe-là, de se dire ils mènent et ils sont devant dans le premier quart-temps par exemple 10-3. Et puis derrière, ils prennent 2 touchdowns dans le troisième et ils ont du mal à répondre. Ils prennent un 21-3 en fait. Hein, c'est ça Ouais. qui les met complètement dedans. Donc on en revient un peu aux mêmes choses. C'est ce que tu disais, Byron Leftwich qui a du mal à composer avec l'absence de Rom Gronkowski maintenant. Je suis en train de regarder un petit peu. Il y a Trevor Lawrence qui a pris un sac. Est-ce qu'il a perdu le ballon? Non. Bon. Donc ça devient vraiment inquiétant. Ils étaient menés 24-13 alors qu'ils menaient 10-3, ce qui est quand même pas habituel pour cette équipe-là. Pour les Ravens, à l'inverse, donc c'est un match en 2 temps aussi. Et un match en 2 temps, alors là on parlait du coordinateur offensif des Buccaneers. Les Ravens, ils ont eu 32 passes pour 7 courses en première mi-temps. Et ils sont revenus totalement au sol en deuxième mi-temps. Est-ce que la leçon, c'est qu'il vaut mieux rester sur les bases, c'est-à-dire le sol, qui est l'identité de cette équipe quand même en théorie? Je sais pas si c'est le mieux parce que visiblement c'était quand même très assumé et affirmé ce choix d'après les déclarations d'Arbo, de Greg Roman, tout ça. Ils ont justifié ça par le fait qu'il y avait une myriade de blessures dans le backfield défensif des Buccaneers, Dean, Sean Murphy, Burting, etc. Plusieurs joueurs, donc ils voulaient tenter la passe en première mi-temps et tirer la défense et revenir au sol en deuxième. C'est ce qu'ils ont annoncé. Et dans les faits, c'est ce qu'ils ont réalisé. Pour le Hmm. coup, ça s'est passé comme ça. Donc, je leur laisse le bénéfice du doute sur le game plan. Alors, même s'il m'a semblé un peu exagéré, je ne sais pas si tu as besoin vraiment que de courir 5 fois seulement pour étirer une défense, enfin, pour ne pas étirer une défense. Bon, bref, ça me paraît peut-être un peu exagéré. Après, ouais, quand le sol arrive à marcher comme ça, c'est sûr que c'est ce qu'il y a de mieux pour cette équipe. Donc, oui, pour te répondre en partie, oui. Après, en deuxième mi-temps, le jeu de passe, malgré tout, fonctionne. Hein. Il y a des drives où Mhm. ça avance aussi bien, notamment avec Demarcus Robinson qui sort un peu de nulle part, qui a quelques belles réceptions du yard après contact et après catch. Donc, bon, c'est effectivement, ils ont besoin d'un jeu au sol fort pour gagner. Ça paraît évident. Donc, pourquoi s'en priver quand ça marche là, comme en deuxième mi-temps aussi, tu vois. Il y Hmm. a un moment, faut juste gagner au football américain. Après, C'est sûr. On va pas refaire le débat, mais est-ce que Lamar Jackson progresse suffisamment dans ses lectures? Parce que ça a discuté un petit peu dans la rédaction, notamment ces derniers jours. Est-ce que hmm. Lamar Jackson progresse suffisamment ou pas? Est-ce que c'est toujours le fait qu'il manque de receveurs de qualité? Là, on voit qu'il lance Isaiah Likely, qui est un tight end rookie, notamment 6 réceptions, Demarcus Robinson, Mark Andrews est à 3. Derrière, Rashad Bateman est à 0 parce qu'il a dû se reblesser. Hmm. Mark Andrews s'est blessé aussi. Bon, Isaiah Likely est donc la bonne surprise. Est-ce qu'il y a un truc avec les receveurs ou est-ce qu'il y a un truc avec Jackson? J'aurais envie de te dire, là je vais jouer au Normand, mais j'aurais envie de te dire les deux, mon capitaine. Je- J'entends, maintenant ça va faire 5e année pour Lamar Jackson ou 4e, j'ai un petit doute sur le 2018, sa draft, donc c'est 2018, 2019, 2020, 2021, c'est sa 5e 5e. saison. Ouais, 5e saison. Oui, on peut dire qu'il a peut-être pas assez progressé dans ses lectures, que des fois il a tendance même à se compliquer la vie. Maintenant, maintenant, est-ce que c'est rédhibitoire pour permettre à Baltimore de viser un Super Bowl? Tu vois, moi, j'en suis pas certain à titre purement personnel pour le coup. Donc voilà, ça sera peut-être jamais un quarterback aussi clean dans ses lectures et dans sa poche que l'ont été des très grands. Mais à quelque part, est-ce que c'est si grave que ça? Hmm. Je sais pas. Il progresse peut-être plus vraiment dans ce domaine-là, mais moi je trouve qu'il a atteint un plancher suffisant en fait. Il Hmm. a atteint un plancher qui me semble suffisant et il n'y a pas beaucoup de quarterbacks à l'heure actuelle que je prendrais à sa place en fait en NFL. Enfin, moi j'entends hein, que certains ne soient pas satisfaits de son niveau, mais aujourd'hui, combien de quarterbacks apporteraient plus de victoires aux Ravens? Hmm. Tu vois, j'en compte pas, j'en compte quand même pas des masses. Donc voilà. Et après, par contre, moi, je continue à penser qu'en termes de cible, c'est un peu léger. Marc Andrews, là, se blesse au deuxième ou troisième drive. Hmm. Et derrière, quand même, c'est. Enfin, si tu compares avec ce qu'il y a en face, Evans, Godwin, bon, Oui. j'ai envie de croire que juste donner une fois un petit duo, j'ai envie de dire un duo à Lamar Jackson, ça pourrait être aussi intéressant. Bah, tu l'as dit, Demarcus Robinson, c'est une coupe des Chiefs.
Ouais. Donc oui, c'est pas non plus avec tout le respect qu'on lui doit, mais c'est vrai que c'est pas le premier choix, quoi. Il avait été coupé par les Raiders en pré-saison. Je viens de vérifier, donc il avait montré des flashs avec Patrick Mahomes, mais c'est vrai que tu sais jamais Oui, si ouais, c'est ouais. Reed, Mahomes ou Robinson. Merci à McNepsy qui a pris un abonnement pour 6 mois, si je comprends bien. Merci à lui. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait le tour, Raphaël. On va terminer donc quand même avec ces Ravens. 5 victoires, 3 défaites. Ils sont Mhm. bien placés, mine de rien. Ils se sont relancés. Ils ont eu beaucoup de difficultés à conclure certains matchs. On en avait pas mal parlé. Et puis là, bah, finalement, les revoilà dans la course. Et voilà dans la course et j'invite les viewers, auditeurs, tous lecteurs, tout ça, à regarder leur calendrier parce qu'ils ont vraiment fait le plus dur, hein. Leur calendrier était assez compliqué sur ce début de saison où ils jouaient les Bills, les Dolphins, Et les bah, regarde, Buccaneers. on va même le montrer. La suite me semble, de mémoire, la suite est quand même un poil plus simple. Alors, Buccaneers, vous l'avez à gauche, hein, je suis sur le site d'ESPN. Les Saints, les Panthers, les Jaguars, les Broncos, les Steelers, les Browns, les Tu vois. Falcons, les Steelers et les Bengals. Clairement, Et donc, y a clairement. possibilité de faire un run. Hmm, Il y a les Bengals, qui pour moi, c'est un match où on pourrait dire il reste un match contre les Bengals où ils sont à 50-50, on va hmm, le dire comme ça. Mais sur tous les autres, pour moi, ils sont favoris. clairement, clairement. Donc, les voir finir la saison avec seulement 4 défaites, ça me paraît Hmm. pas Ouais, ouais, non, improbable. mais oui, 4 ou 5, c'est tout à fait dans leur corde. On va dire, allez, les Browns, Deshaun Watson sera revenu. Donc, on va, allez, ça peut être peut-être des divisions, match un peu compliqué, mais Hmm. tous les autres, clairement, ils sont nettement favoris. Donc, C'est ça. Ils ont géré la partie la plus dure du calendrier avec un 5-3. hmm, Et il s'en fallait peu pour que ça soit même un peu meilleur le bilan, parce que le match, par exemple, contre les Dolphins, c'est un peu une défaite oui, miraculeuse, j'ai envie de dire, ouais. vu le scénario. Donc, non, non, à suivre pour le reste de la saison. Alors, ils ont le désavantage d'être en AFC avec deux épouvantails de Ah oui, les taille. playoffs, ce sera autre chose, ouais. Ça sera autre chose. Mais là, j'ai du mal à aller voir les rater pour le coup, vu le Mais calendrier qui reste. d'autant que leur défaite, tu disais, bon, c'est les Dolphins, les Bills de 3 points, ce qui n'est pas Hmm. déshonorant, et les Giants qui sont quand même à 6-1, de 4 points. Et puis les Giants, pareil, dans un scénario un peu où Jackson perd deux ballons en deux Hmm. minutes en toute fin de match. Bon, Donc il y a en effet des très bonnes chances de faire quelque chose, en tout cas d'être en playoff. Clairement, ça s'est oui, dégagé là, ouais. ça s'est dégagé assez nettement. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël. Merci Alain et ciao à tout le monde. À très bientôt, Raphaël. Merci beaucoup. Ciao. On retrouvera Raphaël évidemment. Alors attention, Raphaël, dis pas de bêtises, j'ai pas coupé ton micro. Ah voilà, c'est bon, il a quitté. Des fois, je suis encore un peu laborieux sur les coupages de micro. Allez, on est donc à 14-10 toujours, hein, je vous fais le petit point pour Jacksonville et Denver, mais Trevor Lawrence a le ballon et il est à 22 yards de la end zone de Denver. On va regarder, allez, on va accueillir Clément dans quelques secondes, mais on va... Ouh, Travis Etienne qui va chercher le first down, costaud, hein, sur la première et 10, il résiste un ou deux plaquages et il va chercher le first down. On va juste aller regarder pendant 2 minutes si les Jaguars, c'est quasiment du red zone, ils sont dans les 20 yards adverses. On va rester avec eux juste pour voir s'il se passe quelque chose pour eux. Travis Etienne maintenant a amené les Jaguars aux 11-12 yards. 11-12 yards du côté de Wembley. Trevor Lawrence est donc aligné. On va regarder parce que ça joue en plus, il n'y a pas de temps mort. Allez, il y a quelqu'un qui est en... C'est Christian Kirk qui est en mouvement. Oula, ça joue avec un jet sweep. Et... Ouf, oui, c'est dommage, il n'a pas vu le bon bloc, mais ça garde. Et c'est qui allait chercher le jet sweep? C'est Zay Jones, je crois. J'ai une toute petite fenêtre pour vous dire parce que j'ai beaucoup de trucs à gérer, hein, avec le direct, etc. Et pour l'instant, je vois des joueurs assez petits. Ah voilà, c'est bien Zay Jones. Donc là, ils sont pas très loin. Ils sont pas très loin. Je remercie Clément qui doit être en. Je vais mettre Clément dans la chambre d'appel comme si on était dans un meeting d'athlétisme. Et on va. Voilà, Clément est bien là, comme ça je suis sûr. Je vais activer son micro et l'accueillir dans quelques secondes, juste le temps pour les Jaguars de peut-être marquer un touchdown. Non, il reste 5 minutes tout pile, hein, dans le match de Wembley. Je vais regarder et vous commenter cette dernière action. Il pleut, dis donc, il pleut très fort du côté de Londres. On ne voyait pas sur les plans larges, mais énormément de pluie sur les plans serrés sur Chatcan. Donc sous la pluie de Wembley, les Jaguars sont à 1 yard de la end zone. First and goal, 4,45 à jouer.
Trevor Lawrence, ça continue. Il n'y a pas encore de temps mort. Avec Travis Etienne à ses côtés, ils sont en shotgun. Il y a 2 receveurs sur la partie haute de l'écran. C'est Travis Etienne qui prend le ballon et qui est stoppé par la ligne, visiblement. Et oui, il reste 5 minutes, donc ça veut dire que dans 30 minutes, c'est fini. Tu as tout à fait raison. Je pense qu'on va avoir la dernière demi-heure du fauteuil sans match, comme on l'a déjà eu plusieurs fois hein, sur ces matchs de Londres. Et on va voir qu'il y a plein de viewers qui vont arriver sur la fin du match parce que le match de Londres sera terminé. Et puis après, là, avec le décalage horaire, en plus, je pense qu'il y a plein de gens qui ont des trucs à faire en famille hein, à cette heure-là et qui ne sont pas forcément devant leur ordinateur ou devant leur télé slash téléphone. On est reparti pour la deuxième tentative et goal des Jaguars avec Trevor Lawrence, Travis Etienne. Encore un ballon pour Travis Etienne et cette fois je crois qu'il est allé au touchdown. Oui, il est allé au touchdown. C'est signalé, les Jaguars repassent devant à Londres. Sur cette bonne nouvelle pour les Jaguars, nous allons accueillir notre invité. Il s'appelle Clément, vous l'avez déjà vu. Bonjour Clément. Salut Alain, salut tout le monde. Clément, donc tu étais déjà avec nous pour parler statistiques avancées il y a quelques semaines, je ne me rappelle plus Oui, exactement quand. dans un des premiers épisodes de la saison. C'est ça, dans un des premiers. On va encore parler un petit peu de statistiques avec toi. Alors, on va parler à nouveau de statistiques avancées. Je préviens évidemment ceux qui n'ont pas suivi la première émission, ne vous inquiétez pas, on va expliquer un petit peu hein, ce que vous allez voir à l'écran. Clément fera des petits rappels sur ce que vous allez voir. On va parler donc de statistiques et on va parler d'un constat qui est un constat offensif. Cette année, il y a 7 équipes qui marquent 25 points au moins par match en NFL. L'an dernier, il y en avait 14. En 2020, il y en avait 15. En moyenne, on a 43,4 points cumulés par match cette année. C'est 3,8 de moins que l'an dernier après 7 semaines de jeu. Depuis 2011, il n'y a eu qu'une seule saison où il y a eu moins de points cumulés que ça. En tout cas, de ce que j'avais trouvé moi. Est-ce que les attaques calent vraiment Clément ou est-ce que déjà les stats simples, entre guillemets, que je viens de donner ne te conviennent pas? Si, on peut quand même parler de points par match. On va voir un peu après qu'en termes de performance, les attaques ne calent pas tant que ça, mais qu'il y a un problème de finition au global. Et moi, je pense qu'il y a quand même il y a beaucoup de facteurs extérieurs, hein, notamment qu'on sort 2020 et 2021, qui ont été 2 très grosses années offensives. On va le revoir aussi en graphe, hein, 2020 notamment parce qu'il n'y avait pas de foule dans les stades. Voilà, exactement. Donc 2020 qui a été la plus grosse année. Et on voit que 2022, en termes de, là, on regarde en points par match par équipe. Donc, on compte pas ce qui a été marqué par la défense, on compte juste les touchdowns à la course et à la passe et les field goals. C'est la plus mauvaise année depuis 2017 et la deuxième plus mauvaise année depuis 2012. Et 2017, qui avait été une saison qui avait été marquée par beaucoup de blessures de quarterback, beaucoup de duels assez particuliers. Il semble que Watson et Wentz se blessent. Il me semble qu'il y avait eu beaucoup de turnover sur ce poste. Et est-ce qu'aujourd'hui, cette année, on ne serait pas un peu dans le même cas avec du coup beaucoup de quarterbacks qui ont changé d'équipe, qui ont un peu de mal à s'adapter. Donc Wilson, il y a Ryan qui a bougé. On a un Rodgers et un Brady qui sont beaucoup moins, ressentent le poids de l'âge ou en tout cas qui sont moins bien entourés et qui peuvent plus compenser comme ils le faisaient avant. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on est un peu aussi dans une situation un peu similaire. D'accord, donc les facteurs extérieurs, on parle, alors là ce que je vous montre, c'est donc le total de points par match et par équipe en 2025, de 2005 à 2022. En haut, vous avez donc le total de points, les saisons qui défilent en bas. Et tu le disais, alors il y a un gros pic en 2020. Pour toi, les stades vides, en fait, ça favorisait les attaques, parce que c'est vraiment la saison où il n'y a pas de spectateurs, en fait. Oui, pour moi ça a beaucoup favorisé les attaques. Il y a sans doute, hein, il y a sans doute d'autres facteurs, hein, mais je ne suis pas étonné que sur une année où on ait eu une préparation un peu particulière du fait du Covid, on ait une exception un peu statistique sur cette année-là, que ça aurait peut-être pu être dans l'autre sens. Mais à mon sens, le fait que les attaques puissent jouer facilement à l'extérieur sans avoir de problème de communication, ça joue énormément dans leur performance. D'accord. Bon, donc là, on a un constat, on va dire, global avec les points par match et par équipe. Pour ceux qui écoutent le replay audio, hein, donc on a ce pic en 2020, mais c'est vrai que ça montait, mais de manière assez régulière, on va dire. La deuxième image que tu m'as envoyée, c'est l'évolution dans la profondeur de lancer. Est-ce que c'était la deuxième que tu voulais Oui. voir? Ouais. Alors, celle-là montre une autre explication qui est, je pense, la plus importante.
ce graphe de la profondeur des attaques, en fait, on pourrait le voir comme une histoire des attaques, mais c'est presque plus une histoire des défenses. C'est-à-dire qu'en NFL, on a eu la révolution un peu amenée, alors révolution entre guillemets, hein, mais par Pete Carroll avec la cover 3 qui a été récupérée par toutes les équipes, donc avec une couverture avec un seul joueur au fond du terrain, en tout cas en pré-snap, on n'a qu'un seul safety, Mm. et du coup les équipes jouaient très profondément. Mm. Sauf que il y a beaucoup d'attaques qui se sont adaptées à ce système-là. Et aujourd'hui, on a plus la défense de Vic Fangio qui s'est imposée, donc qui est une défense plutôt en cover 2 avec 2 safety. Et donc là, les attaques se sont adaptées à ces défenses en lançant le ballon moins profond Mm. parce que la couverture le permettait moins. Après, c'est seulement une semi-explication parce que, comme on peut le voir, en 2020, les ballons étaient lancés très peu profonds et on l'a vu, c'était l'année la plus favorable en termes de points aux attaques Mm. des 10 dernières années. Mais c'est une très bonne. Alors, tu vois, moi, sans avoir ces stats-là, j'avais en effet trouvé des stats qui expliquaient, comme tu le dis, que les couvertures changeaient et qu'on avait de plus en plus Mm. de couvertures en profondeur, de plus en plus de couvertures de zone, de plus en plus de safety en profondeur. Et en effet, elle peut s'expliquer aussi en partie par ça, de dire que, en gros, si on schématise, hein, on défend plus la passe qu'avant. Exactement, oui. Euh, Donc on s'est adapté. Et là, on est vraiment dans le ping-pong parce que la NFL, c'est pas un truc figé, c'est un truc qui évolue en permanence. mm, Et donc là, on est dans cette sorte de bataille de coach. C'est-à-dire que un mm. coup, c'est les coachs offensifs qui proposent un nouveau truc, les coachs défensifs s'adaptent, les coachs offensifs s'adaptent, et ainsi de suite, et ainsi de suite, quoi. Et ça, moi, je me demande si on n'est pas aussi dans une année cyclique, en fait, où Mm. après que les attaques aient pris le pas énormément sur les défenses, en jouant avec des nouveaux systèmes comme celui de McVay et de Shanahan, on n'est pas aujourd'hui sur un basculement où les défenses vont prendre le pas. Bon, on sait qu'aujourd'hui, la NFL favorise quand même plutôt les attaques, donc ça ne va pas durer forcément très longtemps. Mais aujourd'hui, on est dans une année où les défenses changent officiellement et profitent en plus d'une saison particulière pour les quarterbacks. Mais c'est presque une bonne nouvelle parce qu'on a souvent eu ce sentiment de ah oui, mais l'attaque, toujours l'attaque. Et on avait presque l'impression que ça allait être une croissance sans fin et puis qu'on était condamné à des matchs à 45-50 ou des 38-35 en permanence parce qu'on ne pouvait plus défendre. Au moins, ça montre statistiquement que les défenses ont quand même encore une chance d'équilibrer le duel de temps en temps, quoi. C'est ça, oui. Mm. Oui. Après, je pense qu'on continuera à croître globalement, peut-être pas à atteindre des standards de 2020, mais on va dire qu'une inversion de la tendance m'étonnerait. De toute façon, d'un point de vue Mm. marketing, la NFL, c'est pas le plan qu'elle aimerait suivre. Alors, quel slide tu veux ensuite? Tu as l'évolution des yards par jeu, l'évolution des EPA par jeu. Pour moi, c'est à peu près la même en fait. C'est à peu près la même tendance, hein. C'était plutôt pour montrer qu'en fait, en 2022, finalement, les attaques, donc là, on est sur les yards par jeu. Mm. J'ai juste pris les trois premiers downs. D'ailleurs, pour les profondeurs de lancer avant, je n'ai pas précisé, mais j'avais pris que les 2 premiers downs parce que Mm. les 3 downs ne sont pas forcément une situation de jeu qui est représentative de ce que veulent faire les équipes. C'est plus imposé par la situation. Mm. Et donc ici, en fait, on voit que en niveau performance offensive, l'année n'est pas si catastrophique que ça. Les attaques arrivent quand même à avancer. Je pense qu'elles avancent surtout différemment. Que comme on a beaucoup de cover 2, il y a beaucoup d'attaques qui se sont remises à la course. On le voit d'ailleurs avec le succès, par exemple, des Giants cette année, qui se basent beaucoup sur le jeu au sol. Mm. Seattle, pour moi, c'est un peu différent puisqu'il y a plus la passe qui appelle la course que l'inverse, mais c'est une attaque aussi qui est aujourd'hui dans les meilleurs de la ligue et qui s'en sort grâce à la course. Les Eagles sont revenus à un système de read option. Et donc, en fait, on est sur des attaques qui sont peut-être moins spectaculaires, qui ont plus de mal à marquer dans la red zone. On est sur un des pires pourcentages des 10 dernières années. Quand on prend la dernière équipe, les 2 dernières équipes en pourcentage de red zone, on est c'est quasiment une des pires années depuis 2010. Ok. Donc des équipes qui ont du mal à concrétiser, mais qui sont pas forcément, on n'est pas forcément si loin des standards actuels. Oui, parce que là, on voit donc en yards par jeu, on est aux alentours de 2014, 2015, 2016. Donc 17-18, il y a des grosses variations. 2019, on est à peu près au même. Donc on est dans les standards en fait de ces 10 dernières années. Mais c'est la C'est forme ça, qui a changé. On court plus, quoi. je pense. Enfin, Mm. je pense qu'il y a ça qui joue. Et, Et et- oui, excuse-moi, vas-y. non, j'allais te dire que le dernier graphe, c'était les EPA par jeu, mais tu voulais peut-être ajouter quelque chose sur le précédent. Non, mais tu peux mettre les EPA, hein, c'est à peu près la forme change un peu, mais Alors, on rappelle d'abord ce que c'est les EPA, évidemment.
Alors, les EPA, c'est la dernière fois, je l'avais expliqué, je l'avais peut-être fait un peu. J'avais un peu raté mon explication. Mais l'idée, c'est de quantifier la situation de chaque jeu. Donc, en fonction du down, du nombre de temps qui reste au chronomètre, du nombre de yards à parcourir. Et de regarder quelle est la probabilité de marquer sur le jeu d'après. Et en fait, en regardant si un joueur avance, par exemple, fait une course de 4 yards sur une première et 10 sur ses 30 yards, on va faire la différence entre la situation d'avant le snap et la situation à la fin du jeu pour en fait quantifier la valeur ajoutée de ce jeu. Hmm. Ça fonctionne exactement comme les yards par jeu de façon plus complexe, mais ça se manipule exactement pareil. Bon. Donc là, en EPA, même chose, Anomalie 2020, Anomalie 2020, bonne année Anomalie 2021. 2021, Ah, Anomalie très bonne. pour toi 2021 aussi? Enfin, on est quand même, si on compare par rapport à la moyenne des années précédentes, Hmm. on est quand même très très haut. Bon, et donc et donc en fait 2022 ne fait que retomber. En fait, je vais te faire un truc très actu. Sommes-nous en train de retomber dans le monde pré-Covid? Bah, c'est un peu ça. Est-ce qu'on ne s'est pas habitué à avoir du luxe au niveau des attaques et finalement on revient à un standard plutôt habituel? Hmm. Et je Ah, pense qu'en plus cette impression de régression est renforcée par le fait qu'on ait eu des duels de quarterbacks quand même plutôt incroyables et qu'on ait certains quarterbacks qui sortent un peu comment dire, des highlights, quoi. Enfin, on a des gros quarterbacks qu'on a vu performer qui aujourd'hui retombent un peu sur terre ou enfin, se rapprochent de la retraite. tu veux dire que Aaron Rodgers, par exemple, lui n'est pas revenu dans le monde pré-Covid? Il, Non, pas forcément. il a une Après, il histoire est. tumultueuse avec le Covid, hein, donc j'essaie Oui, de oui, lier, je oui. sais pas si tu as des stats ou... Non, lui, ça a peut-être rien changé du coup, mais Bon, donc ça montre quand même, toi, quelle conclusion t'en tires. Encore une fois, si je te pose la question vraiment, est-ce que les attaques sont en galère en NFL cette année? Avec toutes les stats qu'on a vues, quelle conclusion t'en tirerais en quelques mots? euh, je pense que oui. Je pense qu'on a quand même des attaques qui sont plus en galère. Après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on les définit par rapport aux deux dernières. Est-ce que les 2 dernières années étaient en Hmm. fait une tendance et que et cette année est une anomalie et que l'année prochaine, on reviendra à des très bonnes attaques? Donc ça on ne le sait pas. Je pense que on a une baisse du niveau de jeu, qu'on a des lignes défensives, des lignes offensives qui ont beaucoup de mal Hmm. par rapport aux lignes défensives actuelles, notamment parce qu'on a des coachs qui ont du mal à négocier cette transition avec la cover 2. On l'a beaucoup vu, Zach Taylor, par exemple, avec les Bengals, ça a mis très longtemps à ajuster son attaque. Donc, Joe Burrow qui a beaucoup eu de mal à faire cette transition entre ces deux couvertures. Donc, je pense qu'il y a quand même une baisse de niveau de jeu peut être une mauvaise nouvelle de la part des quarterbacks, mais une très bonne nouvelle de la part des défenses. Donc, on Hmm. a des défenses qui sont plus inventives, parce que je pense que même si on aime tous beaucoup des bonnes attaques. Les matchs à 45-40 tous les week-ends, ça peut être fatigant. C'est un sport qui se joue sur les deux côtés. C'est un peu le sentiment sur le chat, hein. Je vois des Mm, retours du jeu de course, meilleure nouvelle du siècle, un mm. peu de défense. Enfin, c'est vrai qu'au final, on peut aussi dire ça. La défense et le jeu de course sont de retour, mine de rien. Mais je pense que oui, Hmm. parce qu'en plus, les défenses comme celle de la cover 2, Brandon Stanley le disait très bien l'année dernière, il y a une volonté aussi de laisser les attaques courir, Hmm. de dire que c'est moins grave de prendre une course de 10 yards de temps en temps que de prendre un jeu de 40 yards, ce qui est assez vrai. Mais du coup, on laisse ces attaques courir et quand on est une défense qui ne peut pas se le permettre, Oui. ça fait beaucoup de yards et ça peut permettre de gagner des matchs. Ouais, Brandon Staley, il est un peu expert dans le. Il faut laisser les attaques courir, hein, il aime bien. C'est ça. C'est sa spécialité. Lui, il fait pas semblant. Quand il dit il faut laisser les attaques courir, en général, il laisse Non, courir, quoi. oui, il aime bien, il a un peu de mal à prouver son point, mais en tout cas, il les laisse galoper. Bon, donc c'est. Et, Oui, dis-moi. j'avais une dernière théorie qui est peut-être un peu plus tirée par les cheveux, mais qui s'inspire un peu de ce qui s'est passé avec les défenses, de ce qu'on a vu avec Tampa Bay en 2002 et Seattle en 2013. C'est que la ligue est une ligue, enfin, de la copycat league, donc une ligue de copieurs Hmm. globalement. Et en 2002 et 2013, on a vu beaucoup de défenses reproduire le schéma qu'avaient Tampa Bay et Seattle en pensant que la seule réussite était basée sur le schéma et pas forcément sur le talent de l'effectif. Hmm. Et je me demande si aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de coachs qui se prennent pour des Shanahan, des McVay, avec des effectifs qui ne sont pas forcément les bons, avec juste une reproduction parfois peu intelligente de système de jeu, Hmm. et qui du coup patine beaucoup plus, parce que en fait, la Tampa 2, elle a créé des défenses absolument catastrophiques par la suite, à cause d'une mauvaise imitation. Hmm. Eh ben, merci beaucoup, Clément. Pardon.
J'ai le match en même temps, alors j'essaie de garder tout. Merci beaucoup. Je vais venir au match, ne vous inquiétez pas, je vais vous en parler un petit peu. J'étais perturbé par ce que je voyais. Merci beaucoup, Clément. C'était Merci Alain. encore une fois passionnant. Et écoute, si t'es partant, on se fera des petites analyses un peu comme ça, statistiques sur les tendances dans la ligue à l'occasion. Je pense que ça fait toujours plaisir à tout le monde et qu'on rentre un petit peu plus dans le fond comme ça du jeu. Mais c'est vrai que c'est intéressant, n'empêche, comme tu le disais, cette bataille de coaching. Est-ce que les coachs offensifs se copient et font moins bien? Est-ce que les coachs défensifs s'adaptent bien? Il y a un vrai ping-pong et là, quand on t'entend parler, on voit quand même toutes les nuances et toute la complexité de ce sport, tu vois, de dire, bah voilà, là, les stats, elles sont représentatives, pas représentatives, là, il y a une adaptation, là, et tout en ayant quand même, c'est ça qui est bien, c'est que tes stats, elles laissent quand même une part, pas à l'interprétation, mais bah si, un petit peu à l'interprétation quand même, de ce qu'on dit. Est-ce que ce sont tel ou tel coach qui se sont adaptés, etc. Donc, c'est pas des stats qui sont totalement froides et il y a quand même un côté sportif intéressant là-dedans, quoi. Ah, Bon, merci Alain, bah, avec plaisir de repasser pour creuser encore plus un peu ça. et ben merci encore à toi, en tout cas, Clément. Je te dis à très bientôt. Tu dois être content. Il y a un certain Russell Wilson qui est une vieille connaissance à toi qui a marqué un touchdown de la victoire il y a quelques secondes. Ah, mais c'est voilà, il est pas cramé, je Bah, l'ai toujours dit. écoute, voilà, il a réussi un drive de la victoire. Il a remonté quand même en 2 minutes. Merci beaucoup, Clément. À très bientôt et Salut bonne soirée Alain, à salut toi. tout le monde. Ciao. On revient donc un petit peu sur le match et vous l'avez entendu, et ce que je disais à Clément, c'est que Russell Wilson a mené son équipe à un drive de la victoire, ils ont remonté tout le terrain et ils ont marqué, et derrière Trevor Lawrence avait la balle de match, 1 minute 40 à jouer, allait-il remonter? Non, il a été intercepté directement, je crois que c'était sa première passe, je gardais un œil comme ça sur le match, je crois que c'était sa première passe carrément à 1:45 je crois de la fin, là ils sont à 1:30 au chrono. En fait, je regardais d'un œil parce que je me disais, Wilson vient de marquer le touchdown de la victoire, et donc je vais avoir le drive. Je dis au revoir à Clément et hop, je vais me recaler, je vais commenter le drive des Jaguars pour finir, quoi. Mais il n'y a même pas eu drive à commenter là parce que voilà, quoi. Jackson, alors il y a 1:24 à jouer, c'est troisième tentative et il reste un temps mort aux Jaguars. Donc les Jaguars viennent de prendre un temps mort, il en reste. Non, c'était leur dernier, voilà, j'attendais de voir s'ils s'enlevaient. Hop. Suivez Clément. Ah oui, suivez Clément, je suis désolé, j'ai oublié de le dire. Merci à Célouz de le préciser. Il avait mis le @ sur les stats en bas, @Seahawks France, et puis @OnlyTheGame sur Twitter. Vous pouvez le suivre là-dessus. Seahawks France et OnlyTheGame pour avoir plus de stats et de choses très intéressantes comme ça. Voilà, mais on varie les plaisirs, hein, c'est le but du fauteuil aussi, c'est qu'il y a des semaines où on va rentrer très en détail sur le foot US parce qu'on aime bien aussi montrer toutes ces choses-là, et puis des fois on va parler de maillot comme on a parlé la semaine dernière avec Mathieu, et Mathieu reviendra aussi, ne vous inquiétez pas, on a promis un volume 2, il est chaud bouillant. La 3e et 4, ça va être... Ouf. Ça va être ouf. Ah, je crois qu'il est peut-être stoppé juste avant, mais vu que j'ai du retard, moi, je regarde avec le Game Pass, je suis en retard. Donc vous savez sûrement déjà la réponse avant moi si vous regardez le match. Non, il est stoppé juste avant. Donc ça veut dire 1:06, mais le chrono tourne. Donc il va rester une grosse trentaine de secondes à Jacksonville pour essayer d'aller chercher un touchdown. Inutile de dire que ça va probablement tourner au n'importe quoi. Ouais, parce que Nathaniel Hackett, il attend de prendre un temps mort lui-même pour mettre à l'aise son punter. Il va sûrement prendre son temps mort dans 11 secondes. Donc il va rester 34 secondes à cette équipe de Jacksonville. Mais bah, il attend 4, 3, 2, 1. Oui, c'est ça. Donc il va rester 36 secondes, 35 secondes. Bah là, le chrono, il ne s'arrête plus là. Les chronos en NFL, c'est n'importe quoi. Le chrono, il a fait 2 secondes de plus que l'horloge de jeu. Ça me paraît quand même pas être trop compliqué de gérer une horloge, non? Pourquoi la NFL n'arrive pas à gérer une horloge correctement quand même? Quelle galère. Bon, donc là, en fait, ah voilà, ils ont remis 36 secondes. Ils ont remis 36 secondes. Donc il y aura 36 secondes pour le punt, plus essayer de remonter le terrain. Bon, inutile de dire que ça sent le cramoisi, hein. Ça sent le cramoisi pour. Je vois qu'il y a Stuck Logo qui s'est invité sur le chat qui me dit tu m'avais pas dit pour la stache mou. Ah bah non, on a passé beaucoup de temps au téléphone, mais je ne lui avais pas dit pour la stache mou. La stache mou qui est en place depuis septembre, hein, depuis la rentrée. Field goal, bah non, ils peuvent pas prendre un field goal là, ça sert à rien, ils ont 4 points de retard, donc il faut qu'ils marquent.
Ah, field goal pour Denver. J'avais même pas vu que Denver était en... Ah bah non, ils vont la jouer. Bah, ils jouent la 4e. Allez. C'est pas facile, hein. Non, il a peut-être passé là, Russell Wilson. Pour quelle raison Trevor Lawrence n'arrive pas à confirmer à NFL, demande Richlow. Je pense que si je le savais, je serais coach. Comme plein de... Il y a plein... Il n'est pas le seul. Hein. Il y a plein de... Ah, ils ont gagné, ça y est, ils sont passés. Donc les Broncos ont gagné. 21-17, victoire de Denver dans ce match à Londres. Le 3e et dernier match à Londres de la saison se termine donc par une victoire des Denver Broncos 21-37. Bon, pas mal d'avoir joué la 4e, un petit peu d'audace dans la saison de Nathaniel Hackett, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc, les Broncos ont gagné, Russell Wilson a gagné un match, c'était quand même très très loin. C'était... Ah oui, la moustache est en place depuis la rencontre avec Ted Lasso à la soirée de la 500e. Non, je crois que je l'avais déjà à la 500e aussi. Donc, en tout cas, Nathaniel Hackett et Russell Wilson, ça a gagné un match. Russell Wilson a quand même très mal commencé le match. Il avait été intercepté très tôt. On voyait qu'il y a eu un dialogue juste avant que je prenne l'antenne, je crois, très très drôle sur... comment dire, sur ESPN où la consultante disait oui, les Broncos nous ont dit qu'ils mettaient du chaud sur l'épaule de Russell Wilson entre les actions, mais il va bien. Il est en parfaite santé. Alors pourquoi il lui met du chaud sur l'épaule entre les actions s'il est en parfaite santé? Bon, bref. En tout cas, donc victoire des Broncos. Et puis pour Trevor Lawrence, malheureusement, c'est parfois dur à expliquer. Alors l'an dernier, c'était pas très dur à expliquer. Il y avait un coaching staff qui était complètement à la ramasse. Et il y avait vraiment une franchise au global qui était à la dérive. Ça va un peu mieux avec Doug Peterson pour cette année. Après voilà, ça reste très très compliqué, c'est de l'adaptation, c'est quasiment une saison rookie tellement l'an dernier ça avait été chaotique. Ça va déjà mieux. Après voilà, c'est vrai que c'est poussif, il avait tellement été présenté comme un joueur exceptionnel, hors norme, qui allait tout révolutionner, etc., etc. Il y a une attente complètement folle autour de lui. C'est dur de remplir ça. Pour l'instant, il a du mal à être correct déjà. Je serais le premier à vous dire que j'ai envie qu'il réussisse. On a tout le temps envie que les numéros 1 de la draft réussissent et que ça se passe bien. Mais voilà. C'était pas ouf malgré le suspense. L'Onuchi Huawei, c'est une belle métaphore pour dire que c'était un match qui était quand même... J'aime pas être vulgaire à l'antenne. J'essaie le plus possible de ne pas l'être. Donc je sais pas quel est le mot que je pourrais dire pour ce match. C'était un match qui était laborieux, mes amis. Je trouve que ce match était laborieux. On va parler pronostic. Allez, voilà, c'était nul. Voilà, Jojo, il a raison, nul, c'est pas vulgaire. Je sais pas, j'avais des mots bien plus forts à l'esprit. Nul, c'est pas vulgaire, nul, c'est bien. C'était un match assez nul, en effet, ouais. Notamment le début, honnêtement. Hein. Le début était quand même assez compliqué. Allez, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, parce que oui, post-live, post-match, en général, il y a plein de monde qui arrive. Je vois Jogactou qui dit bonjour. Je vois Jogactou qui dit bonjour. On va me faire tous les synonymes non vulgaires de nul, c'est bien. Les Rams n'y arriveront jamais, je pense, ouais. Est-ce que je pense que Lawrence deviendra un top quarterback? Là, honnêtement, c'est boule de cristal. Faudrait que je me prenne une boule de cristal et que je fasse des séquences comme ça, vous savez, dans le fauteuil où je mettrais une boule de cristal. Je ferais, qu'est-ce que je vois dans ma boule de cristal? Mais je peux pas vous dire, ce serait malhonnête de ma part de vous dire, je suis sûr et certain. Quand vous écoutez les émissions rétro maintenant, vous savez, et du coup moi je les réécoute toutes les semaines aussi, hein, j'apprends qu'il vaut mieux pas non plus être trop impératif, parce que quand vous réécoutez l'émission 5 ans après, c'est un peu dur, Ils n'ont pas été gâtés à Londres, ouais, clairement. Hein. Ça n'a pas été très, 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 très bien. Est-ce que tu penses ce soir que les Eagles perdent leur invincibilité? Alors, justement, c'est la très bonne question. Et c'est merci à vous pour la transition. C'est Jean-Michel Transition qui est avec nous. Et hop là, je vais vous mettre les pronostics du soir. Hop là, bah tiens, ça va pas? Bah non, ça ne veut pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a le stream deck? Voilà. Allez, les pronostics du soir, ça c'est les pronos de la rédaction. Josh Allen, c'est Carson Wentz, ça va rester marqué dans mon esprit, dit Jojo. Ouais, donc ça c'était Greg qui disait ça pendant le live de la draft 2018. Alors inutile de dire, encore une fois, on taquine Greg et Kevin qui étaient là ce soir-là, mais évidemment, je veux dire, c'est hyper... les pronostics le soir de la draft, Greg et Kevin, ils ont le pire taf du monde à ce moment-là, quoi, en termes de probabilité de se planter. Forcément qu'ils vont dire des âneries. Mais après, moi j'aime bien, je parlais des commentaires et tout qui à une époque pouvaient être agaçants ou des trucs sur Facebook, etc. J'aime bien maintenant, c'est pareil,
en fait, ça fait partie du jeu. Ça me fait rire maintenant de réécouter les émissions où on dit d'énormes âneries avec 5 ans de recul. Ça me fait rire en fait quand je vois les gens qui nous disent ah vous voyez vous dites n'importe quoi, ah vous voyez vous êtes nuls et tout. Et en fait évidemment, enfin tu vois, genre si on vous mettait tous devant un micro toutes les semaines, évidemment qu'avec 5 ans de recul, vous auriez dit quelques âneries aussi. Maintenant, ça me fait rire et je trouve que ça fait partie du jeu, quoi. Ça fait partie de notre taf, on se mouille et il y a des fois où on dit d'énormes âneries. Voilà, fin de la partie là-dessus. Le pronostic domicile extérieur et à Raoul, Greg, Raphaël, Lucas, Victor et moi-même. Vous voyez que j'ai commencé la semaine en me plantant sur les Buccaneers. Jaguars Broncos, et ben je me suis planté sur les Jaguars aussi. Et Lucas a bon sur les Broncos. C'était le seul qui avait pronostiqué les Broncos. Après, je crois qu'à notre décharge, par contre, au moment où on a pronostiqué, on pensait que Russell Wilson ne jouait pas. Parce que de mémoire c'était jeudi et franchement à ce moment-là on pensait vraiment encore que son épaule lui permettrait pas. Merci à Hugo Packers Owner et merci à Kilgorovic pour leurs abonnements. Je le rappelle, c'est vrai, hein, si vous avez parce que si vous avez Amazon Prime, il y a un abonnement gratuit que vous pouvez prendre à la chaîne, donc n'hésitez pas à utiliser votre abonnement gratuit Prime Twitch sur la chaîne TDA si vous voulez nous soutenir. Ça fait quelques euros. Je crois que l'abonnement Prime, ça nous rapporte 2,50 € ou un truc comme ça, je crois, par mois. Donc voilà, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc n'hésitez pas à nous soutenir de cette manière. Et évidemment, si vous voulez nous soutenir en ayant des contreparties, je vous remets le lien Tipeee dans le chat. J'ai mon petit stylo parce que ça me fait une petite rallonge pour appuyer sur mes boutons en fait pour envoyer les liens. C'est pour ça que j'ai un stylo dans la main si vous vous demandiez depuis tout à l'heure. Il manque Packers Bills sur la grille. Non, c'est parce que j'ai pas scrollé, mais il y en a encore en dessous, ne vous inquiétez pas. Donc allez, on est parti. Aujourd'hui, on a donc Falcons Panthers. C'est un des plus partagés, je crois. J'ai joué les Panthers parce qu'ils enchaînent un petit peu. C'est un match très compliqué, mais je trouve qu'ils ont la défense pour embêter les Falcons. Donc je vais plutôt aller sur les Panthers, mais match très ouvert, encore une fois. Cowboys Bears, on a tous les Cowboys parce que, évidemment. Ah, merci à Tarnefis. Vous voyez, j'ai bien fait de. Je me prime, mais tu dois dire du bien des Steelers. C'est un bon truc, ça. Je sais que Raoul a dû changer les points de chaîne. Alors, je sais même pas ce qu'il y a comme point de chaîne à l'heure actuelle. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Je vais essayer de dire du bien des Steelers, promis. Parce que je veux pas demander à Elon Musk d'investir dans TDA. Non, j'ai pas envie d'avoir grand chose à voir avec Elon Musk. J'aime bien mon indépendance. Je vois bien hein, une bonne fin de saison des Panthers. Ouais, je sais pas une bonne fin de saison, mais ils vont se battre. Donc Cowboys Bears, beaucoup de Cowboys dans la rédaction. Lions Dolphins, beaucoup de Dolphins. Attention, je sais même pas. Attention. Bon, en tout cas avec DeAndre Swift et Amon-Ra St. Brown, ce sera mieux pour les Lions. Donc voilà. Mais à boire. Donc en fait, Raoul, il a pas changé les points de chaîne parce que je vois que dans les points de chaîne, il y a toujours à boire. Mais je vais boire un coup. Donc Lions Dolphins, beaucoup de Dolphins. Attention à l'attaque des Lions, mais ils se sont crachés ces 2 dernières semaines. Ouh, pardon pour le bruit de déglutition à l'antenne. Vikings Cardinals, on a du Vikings pour tout le monde, mais match, ça on l'a dit dans la preview. Match qui peut tourner n'importe comment. Ça peut faire 10-6 pour une équipe, ça peut faire 48-45 pour l'autre. Enfin, ça peut être n'importe quoi ce match. Les deux équipes jouent tellement en montagne russe que ça peut être n'importe quoi. Saints Raiders, tout le monde a mis les Raiders. Il y a des tonnes de blessés du côté des Saints. Michael Thomas, Jarvis Landry ne sont pas là. Il y a un troisième receveur, je l'ai dit au début, je ne sais plus lequel. Mais qui n'est pas là non plus. Andy Dalton reste titulaire malgré la santé de Jameis Winston. Mettre mon message en avant, utiliser 3000 points. Ah bah voilà, d'accord. Ah bah non, il a bien changé alors. J'ai aucune idée de ce qu'il y a sur les points de chaîne, j'ai oublié de demander à Raoul. Voilà. Donc, pourquoi pas les Giants au Super Bowl? Logan Grima. On va pas y aller tout de suite. Souvent, quand même, quand tu retrouves les playoffs, tu vas rarement au Super Bowl la première année. Alors évidemment, les Bengals ont été la surprise qui me font mentir l'année dernière, mais c'est rare quand même, c'est très rare. Les Jets contre les Patriots, là aussi c'est partagé. Patriots, Jets, Patriots, Jets, Patriots, Jets. Moi j'ai mis les Patriots parce que Bill Belichick contre un jeune quarterback, parce que y a la blessure qu'il faut encaisser de Bryce Hall du côté des Jets, qu'ils avaient du mal en dehors de ses coups d'éclat la dernière fois. Donc je vais dire les Patriots pour ça, mais c'est encore un match très très indécis. Mac Jones sera le titulaire, ça a été confirmé par Bill Belichick. Les Eagles contre les Steelers, eh bien malgré toutes les qualités des Steelers, qui sont notamment d'avoir un quarterback prometteur, c'est vrai, et des receveurs de très haute qualité, c'est vrai aussi.
Même un très bon Najee Harris qui serait mieux servi s'il avait une ligne de meilleure qualité à la hauteur de son talent. Malheureusement, l'incroyable TJ Watt n'est pas actif pour ce match. Ce sera un des problèmes. Et je ne sais pas pourquoi j'ai du son qui vient d'arriver dans mon casque. Ah oui, d'accord. C'est parce qu'il y a le Game Pass qui s'est relancé avec le match Broncos-Jaguars. Le deal est rempli. Merci Tarnefis. Non mais voilà, c'est sincère en plus. Ce que je viens de dire là, c'est complètement sincère. Après, évidemment, ils jouent des Eagles qui sont en pleine bourre, qui sortent d'une semaine de repos. J'espère qui sort d'une semaine de repos, hein, a priori. Et Celouz rappelle un peu la stat que j'avais donnée dans l'émission preview. En gros, la bascule, c'est 24 points, c'est-à-dire que les Eagles n'ont fait qu'un seul match, je crois, en dessous des 24 points cette année, et les Steelers, eux, n'ont fait qu'un seul match à 20 points, ou à 23, je crois. Donc en fait la bascule elle me semble un peu haute et donc les Eagles sont évidemment favoris. Alors là on parlait, voilà, par exemple tout à l'heure je vous disais on savait pas que Russell Wilson allait jouer tout à l'heure quand on a pronostiqué. Là on savait pas que Ryan Tannehill ne jouerait pas quand on a tous pronostiqué les Titans. Je sais pas si ça aurait changé les pronos, ça aurait peut-être changé le mien honnêtement parce que je suis vraiment pas sûr de ce que peut faire Malik Willis pour un premier match, mais donc Malik Willis sera le quarterback des Titans contre les Texans. Ça inspire pas énormément confiance, en tout cas ça rebat quand même pas mal les cartes. En parlant de quarterback débutant, le Colts Commanders sera marqué par les débuts de Sam Ehlinger, puisque Matt Ryan a été mis sur le banc du côté des Colts. Ça aussi, ça va être intéressant à suivre. Les Commanders sont favoris visiblement, puisqu'on les a tous pronostiqués, donc je peux pas vous dire qu'ils sont pas favoris. Ça va être un match très intéressant à suivre. Les Commanders sont pas capables de faire des grosses erreurs quand même. Les Colts, c'est encore une fois une équipe où la mission d'Ehlinger sera de ne pas perdre de ballon. C'est vraiment ce qui les a tués depuis le début de l'année. Donc maintenant, leur mission est de ne pas perdre de ballon. Et je vois un 95% du train de la hype. Il reste 14 secondes, etc., etc. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire pour qu'on arrive à 100% du train de la hype. Je n'ai aucune idée, mais c'est terminé dans 2 secondes. Voilà. Bon, je ne sais pas. Nous avons loupé le train de la hype. Oh, ne ratez pas son prochain passage. J'en suis où les Rams contre les 49ers, match très intéressant évidemment entre deux rivaux de division. Les Rams pourraient être favoris parce qu'ils ont plus de stars, mais vous voyez, on est partagé encore une fois à 50-50 dans la rédaction parce que Kyle Shanahan a vraiment le truc contre les Rams ces derniers temps. Avec 7 victoires sur les 8 derniers matchs pour les 49ers. Donc ça s'entend, les pronostiqués, ils ont gagné le premier match de la saison régulière entre les deux équipes. Les Seahawks contre les Giants, très belle affiche aussi. Là encore, c'est partagé. 3 pronos Giants, 3 pronos Seahawks. Donc franchement, c'est encore un match très, très équilibré. Les Giants, pour moi, parce que gros jeu au sol et qui trouvent des solutions. Peut-être qu'ils peuvent forcer des erreurs de l'attaque de Seattle. Ça va être intéressant. Ça va être franchement intéressant. Parce que ça va être un peu force contre faiblesse à chaque fois. En fait, l'attaque des Giants, je sais pas si l'attaque des Giants est leur plus grosse force, c'est assez équilibré quand même. Mais oui, en tout cas, c'est un match hyper intéressant. Je vais donner les Giants, mais ça va être très très serré. Bills-Packers, on a tous pronostiqué les Bills, mais on va peut-être tous avoir faux, puisque Aaron Rodgers a dit que c'était exactement ce dont il avait besoin d'être outsider. Donc il sera outsider de ce match très largement, hein, vu le niveau de jeu assez inquiétant. Pour le moins affiché par Green Bay ces derniers temps, oui, c'est inquiétant. Les Bills sont ultra favoris, ils ont la meilleure défense, de la ligue et la deuxième attaque. Donc voilà, ça va être très compliqué de les prendre pour Green Bay en l'état actuel des choses. Et puis ça se terminera avec le match entre les Browns et les Bengals dans la nuit de lundi à mardi. Ce sera donc à 1h20 du matin, hein, ce match-là. Ce sera du Bengals pour tout le monde, mais sans Ja'Marr Chase. Ja'Marr Chase, il ouvre des... Quelqu'un a posé la question tout à l'heure dans le chat, hein, qu'est-ce que ça change de ne pas avoir Ja'Marr Chase? Ça change qu'évidemment, il ouvre des espaces aux autres, donc ça, c'est hyper important. Après, avec T. Higgins, avec Tyler Boyd, avec... Bon, ils ont quand même beaucoup de monde, et ils ont quand même beaucoup de choses possibles dans cette équipe. Donc, je suis pas totalement alarmiste sur leur chance de tenir quand même un petit peu de temps sans Ja'Marr Chase. Si c'est 5 semaines, c'est pas totalement délirant de les imaginer tenir. Donc pourquoi pas. On va passer tranquillement aux pronostics et aux cotes de nos camarades d'Unibet. Hop là, je remets
tranquillement ça. Voilà, on va passer sur les cotes. Unibet football américain de ce dimanche soir. Qu'est-ce qu'on a sur les cotes de ce dimanche soir? Alors, on a les Panthers, la cote, elle a augmenté, dis donc. C'est marrant parce que moi, je crois à la victoire des Panthers. Pourtant, les Falcons sont favoris. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui me plante totalement sur mon analyse de ce match. Je pense que c'est un match 50-50. Moi, ça m'aurait pas choqué qu'il y ait 1,80 ou 1,75 pour chaque équipe. Un peu comme... Merci à Vector348 pour son abonnement Prime. N'hésitez pas, encore une fois, les Prime, si vous en avez en stock, on est preneur. Donc, les Panthers, moi, ils me chauffent bien. Alors, j'ai passé le combiné, je crois que c'est la semaine dernière. J'ai placé le combiné en live. J'ai passé le combiné. Là, je vais en placer un autre parce que vu que les Titans, je ne mettrai pas les Titans dans mes combinés. Les Raiders sont à 1,80. Ça me plaît aussi. Alors, j'avais pas vu que vous l'aviez un peu petit là dans l'écran. Les Raiders sont à 1,80. J'aime bien aussi. Les Titans sont à 1,82. La cote a dû augmenter parce qu'avec Malik Willis, voilà. Les Commanders à 2,21, c'est pas fou, c'est pas délirant non plus. Hein. Et les Giants à 2,38. Moi, peut-être c'est pareil, je suis un peu trop confiant pour les Giants, mais ça me semble être une belle cote quoi, pour les Giants à 2,38. Bon, les Packers à 4,70 hein, si vous êtes fifou. Je vais mettre ça. Alors, c'est un combiné un peu risqué. Panthers, Raiders, Giants. Panthers, Raiders, Giants. 2,65 les Panthers, 1,80 les Raiders, 2,38 pour les Giants. 5 € misés, 56,76 € de gain potentiel. C'est placé. C'est placé. Ah ouais, j'ai placé en... Ouais, alors je sens pas les Giants, dit Mastevi. Ah, j'avais pas vu les Jets à 2,29. Ouais, c'est pas mal aussi. Bon. Après, voilà, n'oubliez jamais évidemment que c'est toujours risqué de parier. Donc, faites-vous des petits budgets. Moi, j'ai toujours un petit budget pour l'année. Je joue ce truc-là. Et puis, une fois que c'est fini, il n'y a plus. Donc, 56,76 € de gain potentiel. Ouais, la semaine dernière, il est passé. J'étais assez content. Donc voilà. C'est à Seattle, tu me mets un doute. À Seattle, oui, le Giants Seahawks, je crois qu'il est à Seattle. Hein. Dans l'ordre, si je dis pas de bêtises, il doit être à Seattle, ouais. Bon, en tout cas, j'ai quelques combinés, parce que comme j'ai gagné avec le combiné, moi je vous dis, je mets une petite somme au début de l'année, et puis quand je gagne, je les rejoue, et puis à la fin, ce sera probablement perdu, mais j'aurai joué ma petite mise de l'année. Tu fais le résumé de quel match? Je sais plus. On se les répartissait jusqu'à avant le fauteuil, et j'ai vu que ça bougeait pendant que je le faisais, donc je sais plus. Donc voilà, mais donc j'ai quelques combinés placés là. Bah tiens, allez, j'ai cliqué dessus. Qui marque dans ce match? Kenneth Walker, marqueur à 1,96, c'est pas mal. Saquon Barkley à 1,80. Les deux coureurs, ils sont chauds bouillants. Hein, donc, ou Daniel Jones au sol. Daniel Jones, il aime bien courir. Mais là, c'est risqué. Hein. Là, c'est risqué. 3,30 Daniel Jones au sol, c'est un peu plus risqué. Mais c'est pas mal. Disley, ça joue beaucoup sur les tight ends. Hein, avec... Ah, merci à Lele Tatway. À Lelay Tatoué, pardon. 1,96. Donc là, on est sur des marqueurs de touchdown au sol. Hein. Donc, ou à la réception. Donc ouais, moi, j'aime bien. Ça joue sur les tight ends, donc Disley, ça peut être pas mal. Travis Homer vient d'être activé, mais j'irai pas là-dessus. Non, Kenneth Walker ou Saquon Barkley, si vous voulez tenter un... Ouais, voilà, Jones sur un QB sneak ou sur une... Ça peut. C'est pas le plus évident, mais ça peut. Donc voilà, ça vous fait des marqueurs de touchdown. Je le rappelle, évidemment, on joue avec précaution. On se fait aider. 09 74 75 13 13, c'est le numéro pour se faire aider. Si vous sentez que vous perdez le contrôle, je vous l'ai dit, vous faites gaffe. C'est jamais gagné. Il n'y a rien d'assuré. Il n'y a aucun truc qui est sûr, là, ce que je vous donne. On tente des coups, des trucs comme ça, mais il n'y a rien d'assuré dans les paris sportifs. Donc voilà pour je vois mon coupon, bah voilà, il est placé, hop, je le ferme, voilà, hop, je le ferme, je ne le vois plus. Et on est parti. Je vous dis, j'ai fait quelques combinés, parce que j'ai gagné, je sais plus, une trentaine d'euros la semaine dernière avec le combiné, 30-35 balles. Donc là, j'ai placé 3 combinés à 5 euros. On va tenter des petits trucs. Attendez, je vais vous les montrer, les combinés du jour. Donc j'ai le Panthers Raiders Giants que j'ai placé là. Hop, affiché plus. Donc j'avais un Giants, Raiders, Titans, Commanders, Panthers avec 5 € misés, 178 de gain potentiel. Mais les Commanders, ils vont me tuer là. Les Titans, ils vont me tuer avec leur...
avec lui. Bon. Et puis les Titans, c'était là aussi avec un 5 € misé 47 pour Raiders, Giants, Bengals et Titans. Et voilà. Mais ça va me faire mal. Ça va me faire mal, Malik Willis. Je le sens. Je le sens que ça va foutre en l'air tous mes combinés. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz. Alors, le fauteuil, semaine 8. Comme ça, là, on va se faire le quiz tranquillou. Et après avoir fait le quiz... Alors, points, je rappelle, il y a des points pour les mauvaises réponses. Donc, je me mets en place parce que là, quand je suis en mode... Alors, rendez-vous à Aaron Rodgers. Quand je suis en mode présentateur de quiz... Alors, view instruction image, sending rules to player. Pendant que les règles sont en train d'être envoyées, je vais boire un coup pour me chauffer la voix. Bonjour et bienvenue. Alors, hop là. Je rappelle, allez, je refais une petite enveloppe avec 2 stickers. Dans l'autre sens, je sais pas, je saurais jamais dans quel sens tenir les trucs face à une caméra. C'est un enfer. Donc, tac et tac. Les sous-verts. Et les stickers pour votre petite bière du dimanche devant, avec modération la bière aussi évidemment, pour la petite bière du dimanche, les stickers et les sous-verts. Pas de spoil évidemment sur le chat, sinon ça va kicker sévère. Je rappelle, si vous voulez jouer, que sur le mobile, il faut que vous cherchiez en haut à droite du chat, il y a un petit logo QuizKit, et vous n'oubliez pas de lier votre compte à QuizKit pour que le pseudo apparaisse. Si le pseudo n'apparaît pas dans le classement, je prends le premier qui a un pseudo qui apparaît dans le classement pour le vainqueur, parce que sinon je ne peux pas aller chercher la personne dans Twitch et lui envoyer un message, etc. Donc, n'oubliez pas de lier votre compte à QuizKit et c'est parti ensuite sur mobile et sur ordi. Je crois que vous avez juste à cliquer sur l'écran. Attention, tenez-vous prêts parce que c'est des questions qui sont normalement assez faciles. Donc, il va falloir aller vite et normalement, il doit y avoir des 5 sur 5 cette semaine. Vous m'avez suffisamment dit que c'était trop dur. 3, 2, 1, go! Jusqu'à quelle position de la draft Aaron Rodgers a-t-il ronchonné avant d'être sélectionné en 2005 ? Premier, 13e, 24e ou 31e. Je rappelle que le thème du quiz, c'est Aaron ronchonne. Aaron Rodgers a-t-il ronchonné jusqu'à la première, la 13e, la 24e ou la 31e place de la draft en 2005 ? Fin du chrono de mon côté, il est en train de collecter toutes les réponses et de me dire évidemment 174e, non, ce n'est pas ça sur le chat. Évidemment, pas de réponse sur le chat. Allez, on révèle la réponse, c'était 24e, vous êtes 45 à avoir trouvé la bonne réponse, 31 on dit 13e, vous les avez à l'écran en plus, à chaque fois je dis, mais vous voyez combien de personnes ont répondu quoi ? 3 pensaient qu'il était premier et 11 ont répondu qu'il était 31e. Donc il a ronchonné que jusqu'à la 24e place, c'était déjà pas mal. À l'époque, je rappelle, parce que maintenant il y a 10 minutes par choix au premier tour, à l'époque c'était un quart d'heure, c'était très très long le premier tour de la draft. Donc dites-vous qu'il a quand même poireauté 23 fois un quart d'heure. Ce qui commence à... Mais déjà, la draft, il ronchonnait, en effet. Next question. Derrière quel quarterback Aaron Rodgers a-t-il ronchonné sur le banc avant de devenir titulaire ? Parce qu'il a ronchonné sur le banc après avoir ronchonné à la draft. Est-ce qu'il était derrière Steve Young, Troy Aikman, Brett Favre ou Tom Brady ? Celui-là, il est donné. Celui-là, il est donné. Steve Young, Troy Aikman, Brett Favre, Tom Brady. Derrière qui Aaron Rodgers a-t-il ronchonné sur le banc avant de... me dites pas que c'est trop facile. La semaine dernière, vous m'avez dit que c'était trop dur. Donc j'alterne. Là, c'est de la vitesse. Les points, ils sont pour la vitesse. Il faut aller très très vite. Et je vous rappelle, les points, c'est il y a des points pour la vitesse. Donc si vous trouvez ça facile, il faut cliquer vite. On monte la réponse. 94 bonnes réponses pour Brett Favre. 3 pour Troy Aikman. 1 pour Steve Young. Dis donc. Bah alors Drew Bledsoe, non. Donc là, on a des bonnes réponses. Là, j'attends des 5 sur 5. La draft, il y avait des mauvaises réponses. La draft, c'est pas évident parce que c'est un chiffre. Des fois, les chiffres, ça s'embrouille dans la tête. C'est pas évident. C'était il y a longtemps. Question suivante. Quel quarterback a fait ronchonner Aaron Rodgers en étant choisi en 26e position de la draft 2020 par les Packers ? Est-ce que c'est Jordan Love ? Est-ce que c'est Justin Herbert ? Est-ce que c'est Jalen Hurts ? Ou est-ce que c'est Jacob Eason ? Quel quarterback a fait ronchonner Aaron en étant choisi lors de la draft 2020 ? Qui a fait ronchonner Aaron en étant choisi au premier tour par les Packers lors de la draft 2020 ?
Love, Herbert, Hurts ou... Hop là, j'ai fait évidemment une erreur. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Bon, c'est pas grave, je ne vois pas le truc. Hop là, allez, on affiche la bonne réponse normalement. Vous l'avez quasiment tous. Jordan Love, 88 bonnes réponses. Justin Herbert, Jalen Hurts et Jacob Eason étaient les mauvaises réponses. Il y en a 4 qui ont répondu Herbert, 2 Hurts et 5 Eason. C'était évidemment... Ça leur coûte maintenant de ne pas avoir pris de receveur. Oui, bah ça, ouais, ça aurait pu être une bonne idée en effet à l'époque. Ça aurait pu être une bonne idée. Mais c'est raté. C'est raté. J'ai un truc... j'ai un truc qui me gêne sur l'écran. Allez, on enchaîne avec la question suivante. Quelle équipe a fait ronchonner Aaron Rodgers en battant les Packers en playoff la saison dernière? Allez, c'est récent. Quelle équipe a fait ronchonner Aaron Rodgers en battant les Packers en playoff la saison dernière, je vais y arriver. Buccaneers, 49ers, Falcons, Rams. Buccaneers, 49ers, Falcons ou Rams. Qui a fait ronchonner Aaron Rodgers en battant les Packers? Hop là, ah bah voilà. La saison dernière en playoff. On attend vos réponses. Et on va montrer la bonne réponse. C'était les 49ers, 75 bonnes réponses. 14 ont répondu Rams, 12 ont répondu Buccaneers. Et personne n'a répondu Falcons parce que plus personne ne se rappelle de quand les Falcons jouaient les playoffs. Et que ça ne met même pas votre esprit en doute. On a donc 64. Là, il va y avoir pas mal de 5 sur 5 normalement. Allez, on est parti. Ouais, toujours les mêmes. La dernière question. Quel receveur a fait le plus ronchonner Aaron cette saison avec 5 ballons relâchés? Quel receveur a fait le plus ronchonner Aaron cette saison avec 5 ballons relâchés? Davante Adams, Randall Cobb, Romeo Doubs ou Allen Lazare? Davante Adams, Randall Cobb, Romeo Doubs ou Allen Lazare? Celui qui a relâché le plus de ballons cette saison parmi les 4. 5 drops pour lui. Celui qui fait ronchonner Aaron cette année. Ah, il y en a qui ont mal lu la question. Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Aïe, aïe, aïe. Ah, celle-là est un peu plus technique. Je pouvais pas tout vous donner quand même. 3 sur 5 pour Jojo. Allez, la bonne réponse, c'est Romeo Doubs avec 47 bonnes réponses sur le chat. 24 ont répondu Randall Cobb, 23 Allen Lazare et 6 Davante Adams. Davante Adams, il ne peut plus faire ronchonner Aaron, il est parti. Donc il ne peut plus le faire ronchonner. Randall Cobb et Allen Lazare sont ses meilleurs receveurs, si on peut dire ça comme ça. Et nous allons voir les bonnes réponses et le classement. Genzo50 remporte le chat. Bah oui, remporte le concours sur le chat. Bravo à Genzo50, bravo à Sarah BRH qui est deuxième. Bravo à Pwang qui est troisième, à NickMZ qui est quatrième, Zinku 5e, Tarsvelder 6, Selou 7, Gringali 8, Bappé 9. Bonjour Kylian, je ne sais pas si c'est un jeu de mots ou pas. Izu 10, HLRD 11, alors on a un anonyme en 12, Ad 21 13, Serlapinou 14, et je vais m'arrêter à aller à 15 avec Edwin Guy 44. Il fallait dégainer. Hein, là, je sais pas si on avait déjà eu des scores aussi hauts, 96 228 quand même. Hein. Donc on a eu du très haut. Je veux que Alain lise mon nom. Tarnéfis. Bah je sais plus, Tarnéfis, tu étais où? Je n'ai pas vu Tarnéfis. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On met pas tout le fauteuil en podcast maintenant. Betsa, on parlait de service après-vente tout à l'heure. C'est parce qu'on estime que c'est pas forcément, on me l'a déjà dit, que c'est pas forcément hyper intéressant en fait de m'entendre répondre au chat parce que quand t'es en audio, t'entends pas forcément. Et puis des fois, je suis dans des trucs qui sont un peu visuels où j'observe des trucs ou bon voilà. Donc en fait, on met les extraits qui sont très sonores, c'est-à-dire vraiment du débrief de match et l'invité. Le reste, comme c'est un peu de l'interaction, etc. Là, typiquement aujourd'hui, tu vois, écouter en différé moi qui dis ils ont passé la ligne, pas la ligne, etc. C'est pas hyper intéressant, donc autant le découper propre, quoi. Merci à Genzo qui était sur mobile, vous voyez, qui a gagné en étant rapide sur mobile. Il nous reste 3 minutes, vous pouvez envoyer vos questions et puis on va se quitter tranquillement un petit peu après. Moi je vais juste vous rappeler que l'émission vous était présentée par Unibet et je vous remets le lien dans le chat et puis on peut terminer avec 3 minutes de questions. Je crois que c'est le plus qu'on ait eu cette année, 3 minutes de questions, parce que sinon on finit toujours au chausse-pied à la dernière minute. Donc on a les matchs de 18h là qui vont bientôt commencer. Mais je peux vous répondre à quelques questions. Vous posez les questions que vous voulez pendant 2 minutes. C'est parti, mitraillette de questions. Et derrière, on enchaîne.
J'aimais bien, sauf les commentaires du live. Tu dois choisir entre le maillot des Vikings et des Ravens, tu prends lequel? Wow. Donc en violet, je suppose celui des Ravens. Celui des Vikings, du coup. Parce que les chiffres sont vraiment moches sur celui des Ravens. J'aime pas les... J'aime rien sur celui des Ravens en violet, franchement. Hein. Franchement. Hop là, on traite que la NFL, pas le championnat français, Cypher. Pour l'instant, oui, par temps, moyens, etc. On se concentre en effet... On se concentre en effet là-dessus. Bonne affaire Toney au Chiefs. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Kadarius Toney. Bah, c'est une bonne affaire s'il joue. Après, Andy Reid, il peut faire beaucoup de bonnes choses avec plein de joueurs. Donc ça peut être une bonne affaire. Après, il faut qu'ils soient en bonne santé. Ça n'a pas souvent été le cas avec Kadarius Toney depuis qu'il est là. Tu supportes quelle équipe? C'est un mystère, Marcus Morris. Je ne peux pas le dire. C'est une référence à la NBA, par contre, Marcus Morris, mais avec une autre orthographe, je suppose. Quel y avait... Alors, d'ailleurs, bienvenue à Cypher et Marcus Morris, c'est leur premier message sur le chat. Le souci de Toney, c'est son caractère aussi. Ouais, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi ça, mais je me rappelle plus trop de ce qu'il aurait fait. Mais est-ce que vous allez faire une émission pas en mode mock draft, mais plutôt best fit? C'est une bonne idée, Boyka. On va transmettre ça à l'équipe. De la draft. Il vient quand Georges dirait Finkel. On va y travailler. Pour être très honnête, j'ai pas encore envoyé de message, mais on va y travailler. S'il nous regarde, évidemment, Georges, tu es invité. Tu le sais très bien. Mais on va essayer ça. N'hésitez pas à lui dire sur Twitter, si vous voulez, qu'il est le bienvenu sur les... Mais c'est à moi de lui envoyer un message en plus. C'est l'inverse, les chiffres sur les maillots des Vikings, ils sont moches. Ah bah non, ils sont très classiques maintenant quand même, les chiffres sur le maillot des Vikings. Il y a des suppositions sur mon équipe favorite dans le chat, je vois. Il y a des mauvaises suppositions notamment. Bonne soirée, bah oui, il est 18h pile. Voilà, il est 18h pile. Donc c'est l'heure de se quitter. Et on va vous remercier une nouvelle fois. Je vous remets le lien Tipeee hein, si vous voulez nous soutenir pour les sous-verts, etc. N'hésitez pas. Et puis les liens du podcast si vous voulez vous abonner pour avoir les replays, notamment si vous avez raté l'invité, si vous avez raté le débrief du jeudi, puis si vous voulez avoir tout le reste. Merci beaucoup à vous. On est dimanche soir. C'est un nouveau soir de match. Merci à tous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci à tous. Encore une fois, je vous laisse. Il est 18h. Vous avez plein de bonnes choses à faire. Je cherche mon petit générique parce que je voudrais quand même mettre un petit générique pour finir. Allez, merci beaucoup à tous. On se dit à dimanche prochain. Dimanche prochain, on sera de retour à 17h30. 17h30 la semaine prochaine. Ciao, ciao.